Alors, sur Facebook. Ça marche? Ouais, normalement c'est bon, c'est parti. Normalement, je devrais voir que je suis en live. Voilà. Là, sur Facebook, c'est bon. Sur Facebook, ça donne ça. Ah, mais il faut que je te vois. Il y a toujours un décalage. Hop, voilà. Toi, Donc, tu les envoies là? Tu les... les commentaires, en fait, arrivent ici D'accord. pour Facebook. Pour le reste, en fait, pour TikTok, je vais le prendre sur mon téléphone. C'est pour ça que je me D'accord. connecte. Ok. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, j'ai pas d'alerte, en fait, de live. Donc, ça met longtemps sur... je pense que les gens sur... Par contre, sur Facebook... Attends. Ouais, ouais, vas-y, hein. Règle. Moi, du moment que j'ai les trucs là, ça marche. Et on va le connecter sur Insta. Alors, sur Insta, hop. T'as toutes les vignettes qui sont téléchargées? Oui, ça fait ça. Je fais une petite présentation au départ de... Bah, de toi, surtout, peut-être. Ouais, je sais. L'image va être petite. Parce qu'il faut que ce soit calé pour Instagram aussi. Et c'est Instagram qui exige un format carré. C'est pour ça. Donc ça va faire un petit peu petit. Mais j'espère que vous entendez bien. Bonsoir. Est-ce que vous entendez bien déjà? Parce que sur les autres plateformes, en fait, c'est plus long. Donc on va attendre un petit peu pour être sûr. Ça donne ça sur Insta. Donc ça donne bien. Ouais. Mais c'est pour ça qu'en fait, l'image est petite sur les autres. D'accord. C'est parce qu'en fait, Ouais, je comprends. c'est c'est pour que Insta, ça rentre presque dans le cadre Instagram. C'est ça en fait. Donc là sur Insta, finalement, c'est là où ça rend le mieux. Mieux. Bon, bah, allez tous Allez sur tous sur Allez, Insta. allez tous sur Insta. De toute façon, c'est la même famille que Facebook. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive parce que Photo, ça va aller, je pense. On est en live déjà. Ok? Ouais, on est en live, mais en fait, ce qui se passe, c'est que entre Facebook, Insta, tout ça, il y a un petit peu de retard. Donc, on attend en fait que toutes les plateformes soient connectées de telle manière à pouvoir commencer. D'accord? et voilà. Sur Facebook, tu dois voir, je pense. Sur TikTok aussi, ça y est, c'est Sur bon. TikTok, c'est bon. Ouais, ça y est. Hello, hello. Bon, En fait, je pense qu'en fait, on est partout. Je suis avec Thibaut, mais il s'est caché. bonjour. Ah, ben voilà, on le voit. Il y a un petit peu de décalage, hein, toujours. Donc, de toute façon. Donc, je suis avec Thibaut de Merci Prosper. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'on vous projette ou pas en dessous? En dessous de nous, là. Est-ce que vous voyez le petit guide? Je ne sais pas si. Et monsieur l'intervenant. Oh, bah, ok. C'est Thibaut, c'est Thibaut. C'est Thibaut. Ouais, sur TikTok, il faut que ça. C'est très long en fait. La dernière fois, ça a mis 10 minutes, un quart d'heure avant que ça. C'est pas grave, on va commencer. On va commencer pour ceux qui sont sur Facebook et qui attendent depuis un petit moment déjà. Alors, je suis pas toute seule aujourd'hui et je suis super contente. D'ailleurs, je suis invitée chez eux. Je suis chez Merci Prosper et qui vous a préparé un petit guide concernant. Alors, le thème, je vous l'ai déjà expliqué cette semaine, c'est comment tirer profit de son bien immobilier. On en a déjà un peu discuté en commentaire et sous les vidéos. Bonsoir Tropique. Et donc, je vais le laisser se présenter peut-être déjà. Ouais, bah Hein, super, merci. voilà. Je vais Merci. laisser la parole et puis après, je rappellerai quelques règles sur le live parce que j'ai l'habitude, je le dis déjà, mais j'ai l'habitude de faire des lives questions-réponses. Là, ce soir, ce ne sera pas questions-réponses. Donc, toutes les questions qui ne concernent pas le sujet, ben, on n'y répondra pas. Par contre, toutes les questions qui concerneront le sujet, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les poser en commentaire et on fera des pauses pour pouvoir vous y répondre. Mais je fais un live, je le redis, demain pour les questions-réponses ordinaires, un live normal. Donc, vous les gardez pour demain et ce soir, on se concentre sur
sur Thibaut et merci Prosper et son intervention sur comment tirer profit de son bien immobilier. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, et ben merci en tout cas Laetitia de m'avoir invité. Moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet. D'abord, pour dire quelques mots sur moi, j'ai 53 ans, je viens de monter une boîte qui s'appelle Merci Prosper, et puis qui permet de finalement monétiser le patrimoine, mais avec une solution nouvelle, une solution qui marche très bien dans des pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, qui n'existe pas en France. Donc, on a essayé d'apporter cette solution en fait nouvelle. Et, et juste avant de lancer cette boîte, j'ai géré un fonds qui est un fonds de quelque chose qui vous parle plus, que c'est le viager. Un fonds viager, voilà, qu'on a inscrit comme le premier fonds du marché, un fonds dont peut-être certains ont entendu parler, qui s'appelle Via Génération. Voilà. Et pour remonter un petit peu plus en arrière, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à tous ces sujets-là? C'est parce que moi, au fond de moi-même, en fait, je suis passionné d'immobilier et je trouve qu'il y a il y a assez peu d'innovation. La première innovation qu'il y a pu avoir, c'était une innovation faite pour financer le logement social. Donc ça, c'est très bien, ça permet à tous finalement de pouvoir acquérir un logement. On appelait ça vulgairement en fait le démembrement pour financer le logement social. Et donc voilà, et c'est pour ça que je me suis intéressé. Je trouve que autant d'un point de vue financier, quelquefois on pêche par excès, il y a trop d'innovation. Et en revanche, dans l'immobilier, il y a peu d'innovation. Et voilà, et c'est vrai que quand on est propriétaire, hein, parce que on a une culture de la propriété qui est très importante en France, hein, il y a 70% des Français qui sont propriétaires, et sans doute est-ce votre cas. On achète, on prend un crédit, une fois qu'on l'a remboursé, on a gagné en pouvoir d'achat, puis on arrive à la retraite, et puis à la retraite, comme tout le monde, on perd entre 30 et 50% de ses revenus. On a toujours envie de transmettre ce bien, parce qu'on l'a construit aussi pour le transmettre quelquefois à ses enfants. Et puis voilà, on rencontre des difficultés parce que finalement le coût de la vie a augmenté, le coût de l'immobilier aussi, et puis il y a une réalité qui est super, hein, parce qu'on vit plus longtemps, et donc tout ça fait que finalement quand on a comme patrimoine, souvent quand on parle aux seniors en fait de leur patrimoine, ils nous disent en fait plein de choses sur l'assurance vie, sur leur compte, tout ça, mais ils oublient en fait que le toit sous lequel ils sont, ça a une certaine valeur. Et donc en tout cas, c'est ce sur quoi m'a invité Laetitia, et moi je suis Mm. ravi de pouvoir vous dire comment est-ce qu'on peut utiliser ce toit à autre chose que finalement simplement pouvoir bien dormir, et comment est-ce qu'on peut en tirer quelques revenus. Ouais. On va passer à la présentation, mais avant, je vous avais dit que je rappellerai quelques règles. Je vous avais dit qu'il y avait 5 solutions qui est présentées dans le guide. Le guide, je l'ai mis mais seulement sur Facebook parce que sur TikTok, je peux pas mettre le lien tout simplement parce qu'il est trop long. Mais sur Facebook, je vous ai mis le lien et je l'ai épinglé le commentaire pour que vous puissiez avoir le guide qui est en dessous là, en dessous nous. En fait, on diffuse un petit guide qui peut être téléchargé. Le lien de téléchargement, il est dans les commentaires et je vous ferai une publication. Je le remettrai en story ce soir et demain pour que vous puissiez le télécharger. Comme ça, même si vous ne le voyez pas bien parce que les images sont un peu petites, etc., vous inquiétez pas, vous pourrez l'avoir pour vous, vous pourrez le télécharger. Ça, c'est la première chose. En termes bonsoir Max. En termes de solutions, en fait, Merci Prosper a décidé voilà, on a décidé d'en présenter 5 dans le petit guide. Il y en a évidemment d'autres. On en a déjà discuté cette semaine, mais il y en a 5 ici qu'on va vous présenter. Moi, ce que je vous propose, c'est que on fait une toute petite présentation en mettant la petite image, etc. Du sujet. Thibaut le présente rapidement et après, vous pouvez mettre vos questions et comme ça, on y répondra tout de suite. Dites-nous ce que ça vous évoque. Est-ce que pour vous, ça vous semble une bonne solution? Est-ce que c'est à réfléchir ou est-ce que vous y voyez tout de suite des inconvénients? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire tout de suite pour qu'on puisse. On fera une petite pause entre toutes les solutions. Après chaque solution, on fait une petite pause et on répondra à vos questions. Enfin, Thibaut. Voilà, j'espère que tout le monde est d'accord. Bon super. Eh On y, ben, on y va, on va y merci aller. beaucoup. Alors peut-être comme première solution, Hop, il faut que je mette. alors on va demander à Laetitia Ouais, de voilà, passer, de voilà. faire.
Ça, tu peux passer, on a parlé, voilà. Alors, juste pour revenir en fait sur les 5 solutions qu'on va passer en revue, je ne sais pas si elles vous parlent ou pas, mais on va simplement les citer en introduction. Un, la colocation intergénérationnelle. Deux, la location saisonnière. Je pense que c'est celle avec laquelle vous êtes sans doute le plus familier. La vente en viager ou vente en nue propriété. Je pense que c'est une solution qui vous parle certainement parce que bah, vous en avez entendu parler. Le prêt viager hypothécaire et puis le contrat prospère. Voilà, je pense que celle qui vous parle le moins, c'est le contrat prospère parce que c'est la plus nouvelle. Et le viager, ça vous parle, mais peut-être que vous avez besoin d'en savoir un peu plus pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Enfin, souvent, on a du mal à comprendre, en fait, notamment le prix. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer en fait, avec la première solution, qui est la colocation intergénérationnelle. Vous voyez, il y a une petite figure en fait qu'on a mis. En fait, bah, ça revient à quoi? Ça revient à héberger un étudiant. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cette solution, mais finalement, bah, voilà, quand bah, les enfants ont quitté le logement et qu'on se retrouve seul chez soi, quelquefois, on peut avoir une pièce, une chambre en fait, qui est disponible. Et c'est vrai que bah, voilà, on peut très bien la proposer à un étudiant finalement qui va occuper le logement et puis le senior qui va pouvoir récupérer de l'argent. Parce qu'on voit que d'un côté, le senior, vous voyez en fait à gauche le senior qui a besoin d'argent, l'étudiant, bah, lui qui se pose des questions que se posent tous les étudiants, c'est où est-ce que je vais être hébergé. Et vous voyez en fait juste à droite, bah, vous avez la conséquence en fait de la colocation, c'est-à-dire que vous allez avoir le senior qui va louer, qui va prêter en fait, qui va héberger un étudiant, et l'étudiant qui va soit le rémunérer par des services, soit en lui payant un loyer. Tout est possible. Voilà, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissiez. Ce qu'on peut faire sur le transparent qui est juste à côté, vous donner peut-être quelques acteurs dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Colette, le club Colette, Colibri, Camarage, ensemble de générations, peut-être des noms qui vous parlent et qui proposent ce type de service de colocation intergénérationnelle. Donc, comme je vous le disais, on peut soit accueillir un jeune contre du service, contre un loyer, ou alors contre les deux. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une loi. Il y a une loi. Les loyers que vous avez, en fait, sont des loyers qui ne sont pas fiscalisés, parce qu'il y a la loi Elan qui permet de ne pas avoir de fiscalité en fait, sur les revenus que vous touchez. Et puis après, bah, ça peut vous permettre d'avoir des revenus jusqu'à 500-600 euros par mois. Voilà, la rémunération des acteurs que j'ai cités, c'est souvent, en fait, ils prennent souvent un mois de loyer en une seule fois, qui est prélevé, en fait, à la fois chez le senior et puis à la fois chez le jeune, et le premier mois. Voilà. Je ne sais pas si c'est une solution que vous connaissiez, dont vous aviez entendu parler. En tout cas, voilà, c'est une solution qui existe, hein, qui est assez simple et qui peut vous correspondre si jamais vous voulez si jamais ça vous intéresse. On va regarder en fait cette solution sur le slide d'après. Donc on va prendre un exemple. L'exemple de Mathilde qui a 85 ans. Elle a une valeur de son bien en fait qui est de 500 000 euros et elle a besoin en fait d'aide à domicile. Donc elle va chercher des ressources de financement et pour ça en fait elle va accueillir Lisa parce qu'elle a une chambre libre chez elle. Et donc Lisa va lui payer 450 euros par mois. Et donc, comme je vous l'indiquais, il n'y a pas de fiscalité pour Mathilde grâce à la loi Elan. Donc elle va avoir un complément de revenu de 450 euros. Après, si on prend le slide juste après, excuse-moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va regarder toutes les solutions et on va regarder un petit peu les avantages et inconvénients. L'inconvénient de cette solution, c'est que bah, vous voyez bien en fait que vous n'êtes plus tout seul chez vous, donc il y a quelqu'un quand même qui va bouleverser un peu vos habitudes.
En termes de montants, on reste sur des montants qui sont assez faibles. On ne peut pas monétiser en fait des sommes importantes. On peut avoir des mensualités, on peut toucher des mensualités, on n'est pas endetté, on reste propriétaire, on peut continuer à valoriser son patrimoine qui reste 100%, dont on reste 100% propriétaire. Et puis, on peut transmettre aussi, c'est quelque chose qui est important, son bien de son vivant. Donc voilà pour la première solution. Laetitia, je ne sais pas Ouais. si tu veux faire réagir. Bah oui, est-ce que alors c'est déjà en fait je vois pas de commentaires donc je sais pas si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose, peut-être plus je sais qu'on en avait déjà on en avait déjà parlé un petit peu plus sur Facebook que sur TikTok parce que les gens dans les commentaires avaient mis cette solution-là, louer à un jeune. Je sais pas si c'est déjà votre cas, si vous avez faut qu'il arrête Victor. Si vous avez déjà, si c'est une solution que vous avez déjà évoquée, personnellement j'y avais pensé. Et pourquoi vous l'avez pas fait, Marie-Hélène? Parce que c'est le cas en fait, concrètement, c'est quand on a un grand appartement ou une grande maison que les enfants sont partis. Bonjour. Alors c'est bonsoir, bonsoir Josiane. Ah ben Josiane est arrivée parce qu'elle m'avait dit qu'elle allait être en retard hier. Est-ce que la colocation étudiante est aussi ouverte aux personnes non retraitées en activité pour complément de revenus? Alors ça, c'est une question pour toi. Je Alors pense oui, qu'en oui, oui, elle est ouverte, mais par contre la loi Elan ça, correspond en fait aux personnes en fait qui ont un âge donc qui sont à la retraite et aux jeunes qui ont moins de il faudrait que je retrouve exactement, mais donc c'est pour les jeunes et c'est pour les personnes qui sont à la retraite. Donc vous aurez une fiscalité qui sera différente. ça veut dire que, en fait, là, ce qu'on vous a expliqué, c'est l'avantage, c'est un petit peu comme ce que je vous expliquais avec le potager cette semaine, mais l'avantage, c'est que il n'y a pas besoin de le déclarer en revenu foncier. Sinon, vous allez vous retrouver à le déclarer en revenu. Donc c'est un petit peu l'intérêt de pouvoir avoir un petit peu de complément. Après, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Mais alors, pour le moment, je pensais mettre un terme au bail et prendre un étudiant pour me permettre de payer mes frais de syndic. Je n'habite pas dans mon logement. Je n'ai pas de son. Ah oui, mais le son, il fonctionne, Josiane. C'est peut-être chez vous. Ah, il n'y a plus de son. Attends, on va mettre le son, mais pour moi, le son est bon. Si, si, le son est bon. Bonsoir Bavière. Alors, donc oui, je relisais en fait Marie-Hélène. Et donc là, en fait, pour l'instant, c'est parce que vous n'habitez pas le logement. C'est ça? Parce que l'intérêt, en fait, c'est pour ça on vous parle de l'âge et du fait d'être à la retraite, c'est que l'intérêt, il est fiscal. La différence, c'est ça. Ok, Hugues. Ouais, n'hésitez pas sur TikTok à partager. Parce que sinon, en fait, ça va se perdre ça va se perdre dans les fins fonds des lives. Ce serait dommage. Donc n'hésitez pas sur TikTok à partager. Ah ok, super, le son est bon, merci. Pas pour moi, ok. Bon. En tout cas, le son chez nous, il est bon, il n'y a pas de problème de son. C'est peut-être chez vous, faut regarder. On continue sur la. Ouais, on va continuer, on fait le deuxième. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Faut vraiment partager sur TikTok. Hop, je vais essayer de le partager parce que là, il n'y a que trois, il n'y a pas beaucoup de partage. Donc, alors, je ferai tout à l'heure. On va avancer un petit peu. Hop. La prochaine, c'est quoi? La prochaine, c'est la location saisonnière. Ça vous parle peut-être plus, hein. Bah, comme tous, bah, on aime bien partir en vacances. Et quand on part en vacances, bah, on laisse son appartement en fait libre. Et donc, bah, finalement, c'est un petit peu dommage parce que on pourrait très bien le louer de manière saisonnière avec finalement en fait l'ensemble de ces meubles. Donc, vous pouvez faire de la location saisonnière. Pour ça, bah, c'est assez simple. C'est comme vous voyez en fait sur la petite image à gauche, vous avez le senior bah, qui a besoin d'argent et qui a d'autant plus besoin d'argent que finalement bah, il part en vacances, donc il ne va pas habiter son logement. Et puis, bah, il a la possibilité en fait de louer 100% de son logement
à des touristes qui ont envie de découvrir un petit peu la région. Donc bah, ça permet en fait finalement de couvrir aussi un petit peu les charges de ce logement et puis d'avoir des compléments de revenus. Donc là aussi, je vous ai listé un peu les acteurs qui sont les plus importants dans le domaine. Donc bah, il y a des noms qui vous parlent sans doute, Airbnb, Abritel, Vive, Gringo, Gens de confiance, voilà, qui vous proposent finalement ce type de service, location d'une chambre, d'un appartement, à la nuit, à la semaine. Ça c'est à vous de voir en fonction du temps auquel vous vous absentez. Et le prix moyen d'une nuitée, alors après ça va dépendre de là où vous êtes, de votre logement, mais on a à peu près 130 euros par jour. Ça c'est la moyenne en fait qu'il y a sur Airbnb en 2022. Voilà, alors ces plateformes vous rémunèrent en fait leurs services et prennent une partie en fait du montant de la location, mais en tout cas c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place et qui vous permettent d'avoir des compléments de revenus. Là aussi, on va prendre un exemple. On a Anne et Marc, 67 et 70 ans. Ils ont une maison toujours d'une valeur de 500 000 euros et bah, ils souhaitent faire des travaux ou améliorer leur pouvoir d'achat. Et ben, ils vont louer leur maison pendant une semaine par mois. Voilà, ils partent, ils s'absentent en fait pendant une semaine par mois. Et la nuit, elle va être proposée à 180 euros, ce qui va leur permettre en fait, et 360 euros en fait le week-end. Et ben, ça va leur permettre, ils vont louer un week-end par mois, et donc ça va leur permettre d'avoir 360 euros le week-end. Et il va leur rester en fait, après déduction des frais de la plateforme, 300, un peu plus de 300 euros, 307 euros pour être précis. Et donc, bah, c'est intéressant parce que bah, voilà, ça va leur permettre d'avoir un complément de revenus. Alors, ces revenus, ils vont être fiscalisés au-delà de 770 euros en fait, par an. Et ils vont rentrer dans le barème d'impôt sur le revenu, donc ils vont s'additionner en fait à l'ensemble des revenus que vous pouvez avoir avec votre retraite. Voilà. Ce que je vous propose après, c'est de le regarder encore au prisme des avantages et inconvénients. Finalement, bah là, vous n'allez pas garder vos habitudes parce que vous allez bouleverser un petit peu. Ça nécessite de préparer un peu votre logement pour qu'il soit bien pour la location. Vous allez pouvoir choisir le montant parce que bah, finalement, en fonction du nombre de week-ends ou de semaines où vous ne serez pas là, bah, vous allez pouvoir proposer en fait, vous allez pouvoir choisir votre montant. Ce ne sera pas des sommes non plus importantes. Vous pouvez avoir en fait un confort mensuel de mensualité. Vous n'êtes pas endetté, vous restez propriétaire. Votre patrimoine il continue à se valoriser en fonction de l'évolution de l'immobilier. Et puis, bah, vous gardez ce patrimoine de telle manière à pouvoir le transmettre aussi à à vos héritiers, à vos enfants. Voilà pour cette deuxième question. Je pense qu'elle vous parle plus que la première, non? Ouais, je pense que c'est quelque chose auquel on pense plus facilement, surtout si on habite dans une région qui est un peu, qui attire un peu Qui a un un peu petit de peu de monde. touristes, un petit peu de monde. Alors, c'est pour Victor. Non, c'est pas possible d'agrandir l'image. Vous avez le lien pour télécharger le guide. Le but, c'est écouter Thibaut. Alors, c'est vrai que de toute façon, ça n'aurait pas été optimal, même si on avait essayé de l'agrandir ou quoi que ce soit, parce que c'est très, vous allez voir quand vous allez télécharger le guide, euh, il est très, très fourni. En fait, il y a plein d'informations. Donc, le mieux, c'est vraiment de le télécharger. Donc, vous avez le lien, je vous le remettrai en story. Mais vraiment, il faut télécharger le guide. Là, vous écoutez Thibaut. On vous met juste la petite image pour vous montrer ce qu'il y a dans le guide. Mais vous avez le guide à télécharger et comme ça, à la maison, tranquillou, vous pouvez le regarder et comparer toutes les solutions. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petits comparatifs au niveau des solutions. Et c'est en fonction de vos objectifs. Parce que c'est ce que j'ai fait une vidéo, je crois, cette semaine là-dessus. Mais c'est vraiment de dire, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc, il n'y a pas une solution, mais il y a chacun sa propre solution. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut peser le pour et le contre et que la solution du voisin bidule, c'est pas la vôtre nécessairement. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez et ce que vous avez besoin. C'est pour ça que les petits tableaux sont intéressants avec les Ouais, petites. non, mais c'est pour ça, en fait, vraiment, il faut. Enfin, moi, j'essaye Oui, de vulgariser un petit peu ces différentes très solutions, rapidement, voilà. de vous indiquer les acteurs
vers lesquels vous pouvez vous tourner si la solution vous correspond. Et après, c'est vrai que le plus simple, c'est vraiment de Exactement. télécharger le guide. Mm. Et là, vous pourrez vous poser tranquillement, prendre connaissance, éventuellement rappeler soit Laetitia, soit Ouais, moi, soit une personne de chez ouais, Merci Prosper pour qu'elle puisse vous guider, vous renseigner et vous donner plus d'informations. exactement. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir comparer les solutions. Salut Vitarella. L'intérêt, c'est vraiment que vous allez pouvoir comparer les solutions en fonction de vos objectifs. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Ça, je le répète à chaque fois, mais euh, on a chacun ses propres objectifs. Est-ce qu'on veut avoir un petit peu d'argent? Est-ce qu'on veut rester habité dans le bien? Est-ce qu'on veut, je sais pas, en fait, voilà, il y a plein de critères. Et il faut vraiment regarder tous ces critères-là et tous ces objectifs et en tenir compte. Donc, analyser en fonction de vos souhaits à vous, de vos objectifs à vous. Alors, j'avais une question de Hugues. Alors, j'ai du mal à lire. Quelle différence fiscale, s'il y en a eu, existe-t-il entre une location d'un logement en entier et une location d'une partie de sa maison, par exemple Airbnb? Alors, une location en fait d'un logement entier, ah ben, ça dépend parce que c'est pas le même régime. Alors, en effet, c'est pas du tout le même régime fiscal. Donc, je sais pas, on va peut-être pas faire un cours de Non, on ne fiscalité, peut pas faire un cours de fiscalité, c'est pas le même régime mais fiscal et puis on ne parle pas de même montant. C'est-à-dire quand on va louer l'ensemble du bien par rapport à louer une chambre, c'est des revenus qui et, sont beaucoup moins Et, importants. et là, le but, en fait, c'est vraiment de se dire, la maison est trop, c'est toujours un peu la même chose. C'est la maison est un peu grande parce que en fait, on avait prévu avec les enfants sont partis euh, et on a un peu de place. Qu'est-ce qu'on en fait si on a une pièce qu'on aménage un petit peu et qui peut être dans un endroit qui est un peu agréable où les gens souhaitent venir passer un week-end ou quelques jours ou des vacances. C'est vrai que ça peut être une solution de louer une pièce dans sa maison ou dans son appartement. Voilà. Mais là vraiment, là Hugues, on va avoir du mal à faire un cours de fiscalité, à faire des comparaisons là tout de suite maintenant. Je ne sais pas ce que tu en penses Si, Thibaut, si, mais non, si, si, on voilà, peut pas. c'est pas le sujet. Le but c'était vraiment de vous proposer les solutions. Mais par contre, clairement, on est tous les deux d'accord, l'impact fiscal est important et est à étudier quand vous faites un choix de solution. Ça, clairement, enfin, Ouais, c'est on est clair. d'accord. C'est que ça, on doit en tenir compte, c'est-à-dire par rapport à vos revenus, vos ressources actuelles et votre situation. Il ne faut pas que c'est un impact négatif fiscal. Voilà, c'est exactement le cas. Enfant parti et maison trop grande. Et puis besoin d'entretien, parce qu'une maison, ça s'entretient. Donc c'est vrai qu'en fait, on cherche à rentabiliser ces pièces vides, quoi. Voilà, le but, et ça, je pense que si vous cherchez à rentabiliser des pièces vides, les deux premières solutions qu'on a proposées, qui est la colocation intergénérationnelle et où là, fiscalement, c'est intéressant parce que si vous êtes retraité, c'est totalement défiscalisé. Et le Airbnb, où là, en fait, c'est vrai que de plus en plus, c'est quand même soumis à des règles, faut pas le cacher, à des règles qui sont de plus en plus strictes et de plus en plus ennuyeuses. Donc, ça devient quand même de plus en plus compliqué de faire du Airbnb, mais qui peut être une solution pour, en effet, l'appartement ou la maison devenue trop grande avec les enfants qui sont partis. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à la question, Hugues? Vous en avez d'autres ou pas? Je vais attendre 2 secondes. N'hésitez pas à partager le live hein, parce qu'il faut qu'il monte sur. En fait, il monte pas sur TikTok, mais je pense que c'est un peu. N'hésitez pas à le liker et le, et le partager pour qu'il monte un petit peu. Et le but, c'est vraiment. Alors, c'est vrai qu'on a la petite image et beaucoup la voient pas. Mais en fait, Thibaut vous l'a décrit. Et le mieux, c'est de télécharger tout le guide et d'avoir le guide chez vous et de pouvoir tout lire. Là, vous avez une petite présentation rapide. Et puis après, comme ça, vous pouvez vous mettre le nez dedans tranquillement. Alors là, on va passer Un autre sujet à un qui autre est sujet. un Ouais. autre sujet. On passe à la troisième solution qui vous parle sans doute. C'est le viager. Le viager, ça vous parle parce que d'abord c'est connu. C'est connu parce qu'il y a eu un film qui était très drôle, hein, qui est un film de Michel Serrault et Bah, tout le voilà, monde dont connaît. tout le monde connaît et qui nous a bien fait rire, moi le premier. Donc en tout cas, c'est super. Et puis en même temps,
Le viager, on a l'histoire de Jeanne Calment qui a vendu son logement et qui finalement a survécu au notaire à qui elle avait vendu son bien. Donc on voit bien qu'il y a un risque, il y a un aléa, qui est un aléa viager, donc il y a un pari un peu sur la mort, alors qui peut s'avérer gagnant si jamais vous vivez très longtemps, et puis qui peut s'avérer perdant, et qui peut s'avérer perdant si vous vivez moins longtemps. Après, voilà, comme le disait Laetitia, ça peut être une solution qui correspond à certains d'entre vous. Soit parce que vous n'avez pas d'enfants et que du coup vous vous dites en fait que tout ce que vous pouvez monétiser maintenant c'est très bien parce que ça vous permettra de profiter pleinement de votre vie, soit pour d'autres raisons. Donc ce que je vous propose, comment ça marche? Vous voyez, en fait on va repartir encore avec une vignette, donc on a toujours notre couple, où voilà, on a pris un couple, mais ça pourrait être une personne seule, hein, qui est propriétaire de son logement et qui a besoin d'argent et qui se demande comment est-ce qu'elle va faire. Et puis, elle a la possibilité de pouvoir finalement vendre la totalité de son logement. Et puis, on va regarder un peu l'espérance de vie qu'elle a, ou l'espérance de vie qu'a le couple. Et en fonction de tout ça, avec les commissions en fait, aussi de l'agent immobilier, il y a une somme qui va lui être versée. Ah bah, Alors, on est reparti. Ah mince, ouais, attends, on va remettre. Je sais plus où c'est. hop. Ah là, c'était. Attends. Ouais, je vais être en gros. Mais on était où? On était là. On était à la vente en viager. Alors, Et c'était donc celle-là. l'idée c'était de parler un petit peu. Voilà. Ah ben non. Ah mince. Ah. J'ai pas la suite, c'est pas bien. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. On va peut-être enlever la présentation. Ouais, je vais le mettre. Ouais. On va enlever la présentation et puis comme ça je vais vous en parler et puis encore une fois vous regarderez, vous téléchargerez la présentation Voilà. si ça vous intéresse. Comme ça vous nous voyez en plus grand. Voilà. Il n'y a plus de présentation. Alors c'est forcément. Il y a des acteurs. Alors qui sont les acteurs? On les appelle les viagéristes. C'est les agents immobiliers spécialisés dans le viager et donc on les appelle des viagéristes. C'est leur nom. Dans les noms les plus connus, peut-être que vous avez entendu à la radio ou à la télévision des noms comme René Coste, comme Virage Viager, comme Monetivia, comme Scarlett, Viagimo. Bon, il y a un certain nombre d'acteurs hein, comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que le viager, c'est à peu près 5-6 000 transactions par an en France. Donc c'est pas beaucoup, hein, c'est pas à la hauteur des enjeux parce que en fait, les personnes qui ont plus de 60 ans aujourd'hui en France, il y en a 18 millions. Donc vous voyez, c'est vraiment un marché de niche. Et puis après, et c'est ça à mon avis qui crée beaucoup de flou, c'est qu'il y a plein de viagers. Il y a des viagers occupés, des viagers libres, des viagers entre particuliers, des viagers qui sont vendus à des fonds. On vous parle de capital, on vous parle de rente et de nue propriété. Alors ce que je vous propose déjà, on va traiter en fait simplement le viager occupé. Le viager, c'est votre bien que vous occupez et que vous pouvez vendre en viager. Le viager libre, ce serait pour un bien en fait sur lequel l'investisseur va prendre un risque sur votre tête, mais par contre, c'est pas vous qui l'habitez. Donc ce serait un bien qui serait mis en location. Donc le viager occupé, après, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder en fait l'espérance de vie théorique, bien sûr, que l'on peut avoir. Ce qui se passe, c'est que quand on a 80 ans, par exemple, on a à peu près une dizaine d'années en fait d'espérance de vie. L'espérance de vie, c'est pas l'espérance de vie qu'on a à la naissance. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'une personne, je crois qu'elle est de l'ordre de 83 ans à la naissance. Maintenant, quand on a 80 ans, elle est un peu plus importante. Donc, c'est des tables de mortalité, ces tables de mortalité qui sont utilisées par les assureurs et qui permettent finalement de savoir un petit peu quelle est l'espérance de vie théorique de la personne. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette information? Parce que finalement, on va regarder l'espérance de vie, et l'espérance de vie, ça veut dire combien de temps est-ce que vous devriez, en principe, statistiquement, rester dans votre logement. Et donc, comme on va regarder le temps que vous pourriez rester dans votre logement, on va prendre la durée,
on va la multiplier par l'équivalent d'un loyer, et donc ça, on va pouvoir le déduire de la valeur, du bien. Et donc, si vous avez un bien, je ne sais pas, qui vaut 100, derrière, euh, quand vous multipliez en fait l'espérance de vie par le loyer, vous arrivez à quelque chose qui est de l'ordre de 40. Ça veut dire que vous avez une valeur occupée de 60. Donc ça veut dire que si quelqu'un vous achetait votre bien, il pourrait vous payer 60. Et après, il a différentes manières de vous payer en fait ces 60. Il peut vous payer tout en capital, donc ce qu'on appelle un bouquet, donc 100% bouquet. Dans ce cas-là, il vous achète ce qu'on appelle en fait la nue propriété et il vous concède un usufruit. Soit il peut vous acheter en fait avec un peu d'argent en fait au départ, un peu de bouquet et un peu de rente, rente qui vous sera payée jusqu'à la fin de vos jours. Donc plus vous avez une espérance de vie qui est importante, plus vous avez bien sûr une décote sur votre bien qui est importante. Et plus vous allez être payé sous forme de rente, et plus finalement vous prenez un risque parce que vous aurez moins tout de suite et un peu plus demain. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est s'assurer que vous serez toujours là demain. Donc vous verrez en fait dans la présentation, il y avait quelques exemples chiffrés. Pour vous donner un exemple, j'avais repris l'exemple de Anne et Marc qui avaient respectivement 67 et 70 ans. À eux deux, ils ont une espérance de vie qui est presque de 30 ans. Donc ça veut dire qu'ils accepteraient d'avoir une décote, mais qui est très importante, qui est de l'ordre de 70% de la valeur de leur bien. Donc il y a vraiment des questions à se poser. Est-ce que c'est le bon moment en fait pour faire un viager? Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que la notion de transmission est une notion en fait qui est importante pour moi? Parce que il y a des décotes qui sont importantes en fonction de l'espérance de vie. Deux, vous avez un agent immobilier qui prend une commission et qui prend une commission qui est assez importante, hein, qui est de l'ordre de 10% de la valeur du bien, pas de ce qu'il vous donne, mais de la valeur du bien. Et donc, voilà, c'est des choses en fait qu'il faut vraiment regarder. Et puis après, la question, c'est est-ce que vous avez besoin d'autant d'argent? Parce que dans le cas de Anne et Marc, vous verrez, ils avaient un bien qui valait 500 000 euros, et ils vont toucher 160 000 euros. Est-ce que 160 000 euros, c'est pas trop par rapport aux besoins auxquels ils ont besoin de faire face? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Si je prends l'exemple de Mathilde, qui elle était plus âgée, avec 85 ans, elle a une espérance de vie qui est simplement de 9 ans. Donc la décote, elle sera moins importante, mais elle sera quand même de 44%. Elle avait un bien qui valait 500 000 euros, elle va toucher 280 000 euros. Là aussi, on est en droit de se poser la question, est-ce que 280 000 euros, c'est une somme qui n'est pas trop importante en fait pour Mathilde? Là encore, ça dépend bien sûr de vos projets, ça dépend de savoir si vous avez des enfants, si vous avez envie de transmettre votre patrimoine. C'est ce que j'allais Mais dire. c'est des choses qui sont voilà, extrêmement importantes. Donc avec le viager, je dirais que un des avantages, c'est que vous changez pas vos habitudes, hein, vous continuez à habiter chez vous et il n'y a pas grand-chose qui change. Le choix du montant, on voit que ce n'est pas vous qui le choisissez, hein, il dépend finalement de votre espérance de vie théorique. Les sommes, vous pouvez monétiser des sommes très importantes. Vous pouvez monétiser aussi des sommes mensuelles, hein, des rentes, et des rentes qui vont être revalorisées aussi en fonction de l'inflation, donc qui peuvent vous apporter un certain confort jusqu'à la fin de votre vie. Par contre, la question, c'est que vous voyez bien que si jamais il vous arrive un pépin et que vous décédez plutôt, ce que je ne vous souhaite pas, mais ce qui peut arriver quand même, finalement, ce que vous avez mis une vie à construire, vous allez avoir une décote qui va être extrêmement importante. Vous restez propriétaire, non, vous ne restez plus propriétaire parce que vous avez vendu la totalité de votre bien, donc vous n'avez plus rien à transmettre. Votre patrimoine se valorise, peut-être pour l'investisseur, mais pas pour vous, parce que en l'occurrence, en fait, l'investisseur, lui en profite, mais vous n'en profitez pas. Et puis, vous aurez donc plus rien à transmettre à vos enfants. Donc, c'est une solution qui est bien pour, je dirais, une population. Je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que
Les personnes qui ont choisi le viager, c'est les personnes qui n'avaient pas d'enfants. C'est des personnes aussi qui étaient quelquefois, qui avaient besoin de beaucoup d'argent. Donc finalement, ils n'avaient que ça comme solution. Et donc c'était une bonne façon finalement de rembourser notamment des dettes quand ils étaient très endettés. Mais c'est une solution qui est un peu radicale, qui met souvent mal à l'aise en fait les seniors, parce que c'est vrai que on sent qu'il y a quelqu'un en face et que cette personne-là, elle est intéressée, comme dans le film de Michel Serrault, à ce que on parte le plus tôt possible. Or, on voit bien que les problèmes financiers, c'est à la fois des problèmes, c'est pas que des problèmes financiers, c'est des problèmes aussi de stress. Et donc, il ne s'agit pas de rajouter un stress à déjà une situation qui est désagréable. Donc voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur le viager. Après voilà, et quand on le met dans côté investisseur, quand on le met dans un fonds, ça permet pour l'investisseur de mutualiser un risque. Donc ça permet de casser le lien qu'il y a entre un senior et un investisseur. Ça permet de mettre beaucoup d'investisseurs en face de beaucoup de seniors. Mais néanmoins, pour l'investisseur, ça mutualise son risque, mais pour vous, en fait, l'histoire, c'est la même. Et en plus, un fonds, quand il achète toujours avec une décote qui est plus importante, puisqu'il n'achète pas pour lui. Donc, en fait, c'est vous qui allez financer l'ensemble des frais d'acquisition. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, en fait, en tout cas, sur le Alors, viager. c'est vrai que le viager, ça suscite plus de questions. J'ai plus de questions. Bah oui, le Parce viager. que c'est plus connu. C'est plus connu, hein. C'est plus connu. C'est plus connu, et puis les personnes ne savent pas comment ça fonctionne, en fait. Il y a une espèce d'opacité. Alors j'espère qu'avec les quelques petites clés que je leur ai données, avec l'espérance de vie théorique qui leur permet finalement, si vous voulez faire un calcul très simple, l'espérance de vie, ça c'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, voilà. Vous regardez, après vous prenez le loyer que vous devriez payer mensuellement, vous le multipliez par 12, comme ça vous avez le coût annuel d'un loyer, vous le multipliez par le nombre d'années d'espérance de vie théorique que vous avez, et puis, chacun connaît la valeur de son bien, et donc vous prenez la valeur de votre bien, vous enlevez finalement ces loyers futurs, et en principe, vous devriez trouver plus ou moins le prix auquel quelqu'un en viager peut vous acheter votre bien. Ouais, parce que j'ai des commentaires. Moi, ce que je voulais dire, c'est avant de faire tous ces calculs-là, c'est de voir en fait ce dont vous avez besoin. C'est toujours la même chose. Je pense que en effet, ça correspond pas à tout le monde, mais ça permet aussi de pouvoir transmettre de manière anticipée si on a des enfants. Ça veut dire qu'avec ce qu'on va percevoir, on peut le transmettre. On est d'accord. En fait, on va pouvoir monétiser beaucoup, et c'est vrai qu'il y en a qui font le calcul aussi de se dire, tiens, finalement, je donne en fait à ce moment-là. Je pourrais donner en cash. Voilà, exactement. Mais maintenant, encore une fois, et nous on a discuté avec pas mal de seniors aussi, et c'est vrai que souvent on est plus à l'aise à transmettre un patrimoine immobilier pour plus tard que de donner du cash tout de suite à ses enfants, même si on sait qu'ils en ont besoin. Donc là encore, mais ça dépend en fait de ce que les gens veulent faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une manière potentiellement, avec une décote certes importante, mais de pouvoir donner un coup de pouce à des enfants dans leur vie au départ. En fait. Tout de suite. Voilà, de le faire tout de suite. C'est souvent ce qui est calculé en fait, parce que c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'on va percevoir une grosse somme, parce que c'est ce qu'on appelle le bouquet, mais je ne sais pas si en fait les gens sont... Voilà, on va percevoir une grosse somme, et après on n'a pas nécessairement en effet besoin de cette grosse somme, on peut avoir seulement besoin d'un petit peu plus par mois, et là la solution, elle peut s'avérer un petit peu trop radicale, entre guillemets, par rapport à ses besoins de liquidité, en fait, tout simplement. Parce que là, le but, c'est vraiment de vous dire, j'ai besoin d'un peu plus d'argent, mais de combien j'ai besoin? Parce que ça dépend, en fait, des situations. Il y a des gens qui ont beaucoup de besoins, il y a des gens qui ont des besoins seulement d'une rente, ou enfin, de quelque chose qui soit versé tous les mois. Et puis, la question qu'on peut se poser aussi, c'est si jamais vous recevez beaucoup d'argent et un peu trop par rapport à vos besoins, la question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Comment est-ce que vous allez placer? Bien sûr. On sait que plus on avance dans le temps, moins on a envie de prendre de risques. Donc l'idée, c'est que, moi en tout cas, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de meilleur placement que celui qu'on a fait dans son logement, parce que on connaît bien en fait les contours de son logement, on sait là où on a investi, on sait la valeur que ça a, et voilà. Maintenant... Alors,
On va passer. Alors, pour le viager hypothécaire, pourquoi le bien doit être évalué à 150 000 euros et si le bien est en dessous, le viager n'est pas pris en compte? Alors là, on n'a pas parlé du pré-viager hypothécaire encore. Le pré-viager hypothécaire, c'est la Non, c'est le prochaine. le viager hypothécaire. Alors, d'accord. Donc, c'est autre chose. T'as raison. Est-ce qu'on pourra... Alors oui, alors ça j'ai répondu tout de suite. Comment ça se passe quand il y a un héritier? Peut-on mettre sa maison en viager occupée si l'un des deux époux est décédé? Faut-il l'accord de son enfant? Moi, je te laisse répondre. Oui, bah alors, si on était deux à être propriétaires, si on était deux à être propriétaires du bien, ça dépend aussi, ça dépend comment s'est fait la transmission, si elle a été transmise, si la part qui appartenait à la personne qui est décédée a été transmise à l'enfant et que l'autre reste à moitié propriétaire, on voit bien qu'on ne peut pas le vendre en viager parce que bah, y a un enfant dans l'histoire. Après, ce qui peut se passer, c'est que il peut y avoir une donation au dernier vivant qui a été faite, auquel cas, bah, quand il y en a un qui décède, bah, le patrimoine revient à l'autre, et l'autre a tout à fait la possibilité de vendre son bien en viager sans avoir besoin de consulter son enfant. Maintenant, ces décisions, elles se prennent souvent aussi collectivement avec des enfants. Moi, je sais qu'on avait beaucoup d'enfants qui venaient nous voir pour nous dire, mais tiens, est-ce que vous pourriez finalement faire réfléchir mes parents, ou est-ce qu'on pourrait réfléchir collectivement à une solution? Parce que voilà, c'est une manière aussi d'évoquer ces sujets-là, qui sont des sujets quelquefois un peu compliqués. Alors, Hugues, en fait, il ne pose que des questions fiscales. Comment se fiscaliser le bouquet et la rente? C'est la rente qui est fiscalisée. Oui, le bouquet, il n'est pas Le fiscalisé. bouquet, c'est une vente. En fait, c'est comme une vente immobilière. C'est Donc, il y a, comme, en c'est fait, comme, c'est voilà. comme une vente immobilière. Donc, si jamais ça concerne votre résidence principale, Voilà, il n'y a pas de eh ben, il n'y plus-value. a pas de fiscalité. Voilà. Si ça concerne une résidence secondaire, bah là, il peut y avoir une fiscalité. Ça dépendra en fait du nombre d'années que vous avez détenu le bien. C'est de la plus-value, en C'est de fait, la comme plus-value voilà. classique. C'est une vente immobilière classique. Tout ce qui est bouquet, c'est-à-dire la grosse somme qu'on reçoit, ce que je le précise pour les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude du vocabulaire du viager, mais c'est la grosse somme en fait qu'on va recevoir en une fois au moment de la vente. Et après, il peut y avoir une rente également qui sera versée tous les mois. Et la rente, elle est en effet fiscalisée, donc ça va augmenter vos ressources. Donc, question toute bête, si vous avez des ressources qui sont soumises, ça va augmenter vos ressources et donc nécessairement votre imposition. Donc, ça a un impact si vous avez des droits ou des choses qui sont en cours. Oui, évidemment, ce sera à prendre en compte. Donc, c'est à prendre en compte dans la décision également. Ça veut dire que si ça vous fait basculer, si ça vous fait perdre des droits, si ça vous fait basculer dans une situation qui est moins avantageuse, là également, c'est toujours la même réponse, c'est d'anticiper et de calculer l'impact fiscal de l'opération. Mais ça, normalement, en fait, quand on a des professionnels en face, ils le font parce que ça fait partie du conseil qu'on doit donner. Donc, normalement, on doit vous mesurer l'impact fiscal et en particulier l'impact de la rente et pour déterminer le montant notamment. Alors, le bouquet permet la donation et la rente pour subventionner éventuellement un établissement médicalisé. Ouais, en fait c'est souvent ce qui est proposé, c'est la manière dont on présente le viager. C'est que comme en fait au décès vous n'aurez plus rien, enfin plus rien entre guillemets, hein, puisqu'en fait vous avez déjà en fait vendu la nue propriété, donc au décès il n'y aura plus rien. Si vous voulez transmettre, la seule manière en fait de transmettre quand vous faites un viager, c'est en effet de transmettre sur le bouquet. Et c'est vrai que ce que dit Hugues, hein, pour subventionner éventuellement un établissement médicalisé, Tout à c'est fait. vrai que quand on se retrouve à un âge avancé, et nous ça nous est arrivé en fait avec monsieur par exemple qui veut rester chez lui parce que bah, voilà, il n'a pas envie de quitter son domicile, et que madame doit partir dans une résidence médicalisée parce que par exemple elle est touchée par la maladie d'Alzheimer. Bah, finalement on sait que ces résidences médicalisées ne sont pas gratuites, hein, coûtent un montant assez important, que bah, tout ça, il faut le financer parce on n'est pas magicien, et que bah, on peut trouver finalement à travers des solutions type viager bah, ces sommes pour financer bah,
financer ces résidences médicalisées. Donc oui, Ouais, c'est une solution. ouais, le besoin de financement, ouais. Parce que sinon, ça je le rappelle toujours, mais sinon, en fait, c'est l'obligation alimentaire. Donc, c'est toujours pareil, c'est les enfants qui doivent contribuer. Donc, si. C'est. Bah, Ah oui, non, mais c'est vrai mais c'est. on oublie qu'on a des En obligations fait, vis-à-vis de ses parents, au même titre que ses parents, en fait, mais ont en des fait, c'est obligations. toujours ce que je dis parce que en fait, les gens se rendent pas compte. On peut transmettre aux enfants, mais les enfants, ils ont aussi une obligation alimentaire. Donc, si à un moment on donne trop et que après les enfants doivent participer au financement d'un établissement, c'est pas toujours très heureux. Souvent, en fait, voilà, faut faire attention à pas se démunir de trop et à se garder. Parfois, il vaut mieux. Bah, en effet, monétiser son patrimoine et se financer soi-même sa résidence médicalisée, Sûr, ouais. plutôt parce que même si vous demandez par exemple ce qu'on appelle l'aide sociale, il y aura nécessairement de l'obligation alimentaire, c'est-à-dire qu'on va nécessairement demander à vos enfants de contribuer. Parce qu'avant de donner une aide, on va demander aux enfants de contribuer. Donc, si vous voulez, j'allais dire, vous débrouiller tout seul et financer les besoins, c'est une solution en effet, mais que ce soit le viager ou d'autres solutions, mais s'il y a un besoin de liquidité, en effet, il vaut mieux le faire sur son patrimoine. Ma question est peut-être qu'elle a déjà été traitée. J'ai une maison dans le Pas-de-Calais, je voudrais la vendre pour aller vivre en Ardèche. Mais il me reste un prêt sur ce bien. Il faut que je rembourse ce prêt pour lever l'hypothèque. Non, au moment de la vente, en fait, ça se fera. Ça se fera obligatoirement, où je peux vendre et garder ce prêt et continuer à le payer. Non, ce sera en fait, on va demander, enfin le notaire au moment demandera une main levée de l'hypothèque et en fait il paiera la banque en gros. Il soldera le prêt. Hein, c'est ce qui se passe traditionnellement. Exactement, ouais. Voilà. Exactement. Il y a eu qui nous dit ça y est, promis, je parle plus de fiscalité. Mais si. Mais c'est intéressant, mais le danger de la fiscalité en live, c'est un vrai sujet, c'est un vrai danger. Et voilà, en garde les gens qui le font, s'il y en a qui le font, c'est que vous avez tous des situations personnelles et que ça nécessite des conseils personnalisés. Si vous voulez vraiment mesurer l'impact fiscal d'une solution, faites-le avec un professionnel qui va vous donner ses conseils, qui va vous calculer l'impact fiscal des solutions, mais on ne peut pas le faire en live parce qu'en fait on ne connaît pas tout, on n'a pas tous vos éléments. Donc ce qu'on va vous donner comme réponse, elle ne sera pas nécessairement vraie et juste. Et que sur la fiscalité, il ne faut pas trop rigoler parce que si on vous dit ah bah oui ça aura ça comme impact, mais que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas en bénéficier, ou vous n'êtes pas dans la bonne situation, ça met en erreur. Donc en fait, la fiscalité, on en parle, mais le mieux, c'est quand même de demander conseil. Alors, mon oncle a fait cela, donc je pense que c'est le viager. Il n'avait pas d'enfant, mais au final, il n'a rien laissé à ses neveux et nièces. Et ça, c'est intéressant. C'est toujours la même question. C'est qu'en effet, le viager, on ne transmet pas. Ça veut dire que une fois que la vente est faite, ça c'est un vrai. C'est pour ça que c'est aussi perturbant pour les familles, parce que en effet, une fois qu'on a vendu en viager, on peut en effet l'occuper si c'est un viager occupé, mais une fois au décès, on ne revient plus en arrière. Hein. Voilà, c'est une opération radicale. C'est vous ça. vendez 100% de votre bien, on vous donne de l'argent, on vous laisse chez Les enfants n'auront rien. Mais vous n'avez plus rien. C'est vrai que c'est ça un peu le. Ouais. C'est pour ça que ça fait. Et si vous voulez revenir en arrière, c'est pas possible. Hein. Voilà. Il y a des solutions. Quand vous faites quand il y a d'autres solutions, si vous voulez revenir en arrière, c'est possible. Là, il y a. Ah non, c'est une vente. C'est une vente. Vous avez vendu votre bien. Après, vous avez vendu votre bien, mais vous pouvez continuer à l'occuper jusqu'à votre décès. Mais voilà, c'est tout. Donc voilà. Là. On passe à la solution. Ouais, on va passer. Alors oui, il y avait si on n'a pas d'enfant mais une sœur, c'est pareil en fait les règles, ça va rentrer dans les règles de transmission, mais les héritiers en fait ça peut être en effet une sœur. Donc oui, ça peut être une sœur. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité de transmission, quand on passe à une sœur plutôt que. Faut l'anticiper en fait. Quand on n'a pas d'enfant, faut anticiper la manière dont on transmet. Voilà. Et il faut bien se rapprocher d'un conseil pour savoir un petit peu combien ça coûte en fait de transmettre
Ouais. une sœur ou un frère, Ah, mais c'est plutôt qu'à surtout des que enfants, plutôt qu'à des neveux, parce qu'en fait la fiscalité est très différente. ah bah, l'hypothèse, si c'est ça, Caro, l'hypothèse, c'est on a une maison, on n'a pas d'enfant, à son décès, ça peut être un cadeau très empoisonné parce que s'il n'y a aucune liquidité de transmettre en fait une maison à sa sœur ou à son frère, euh, en termes de fiscalité, c'est pas voilà, C'est pas la même chose. c'est pas très heureux parce que nécessairement il y aura des droits à payer et pas de liquidité, ça veut dire pas d'argent pour payer les droits. Hmm. Donc comment on fait quand on n'a pas voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours il faut anticiper. Voilà, dans ces cas-là. Bon, on va passer à la suivante. Ah bah, Bon, alors en fait, après, on n'a plus on la. a- Bon, normalement, je donc les avais, je sais pas. après, après ce dont je voulais vous parler, c'était une autre solution qui est le prêt viager hypothécaire. Le prêt viager hypothécaire, qu'est-ce qu'il y a dans prêt viager hypothécaire? Vous voyez, hypothèque, hypothèque, pourquoi? Et il y a prêt aussi et il y a viager. Donc en fait, il y a le prêt, donc c'est un crédit, donc c'est la banque qui vous prête. Hypothèque, c'est parce que vous donnez comme garantie votre bien immobilier à la banque et la banque va vous prêter un montant viager. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va, en fonction de votre espérance de vie, elle va faire des simulations pour se dire finalement combien est-ce que je peux prêter à cette personne-là qui a X années d'espérance de vie. Il y a un avantage, c'est que vous avez l'impression en fait que ça vous coûte rien. Pourquoi? Parce que vous avez un bien qui vaut, je sais pas, 500 000 euros. Et puis, comme vous n'allez pas payer en fait d'intérêts tous les mois, en fait, les intérêts vont être capitalisés tous les mois. Donc, en fait, c'est comme un peu un effet boule de neige. C'est-à-dire que si vous avez peu d'espérance de vie, ben, vous allez payer vos enfants, parce que en fait, vos enfants qui récupéreront le bien paieront à votre décès. Ils récupéreront pas le bien, mais ils devront rembourser l'emprunt. Et l'emprunt, comme vous aurez payé aucun intérêt de votre vivant, plus vous aurez Vécu vécu longtemps. longtemps et plus les intérêts que vous aurez à payer seront importants. C'est pour ça qu'on dit que c'est viager, parce qu'il y a, en fait, on connaît pas en fait, on ne On ne connaît connaît pas pas le terme. le terme, en fait, on connaît pas la somme. C'est le même, en fait, c'est le même principe d'aléa que pour le viager, Et alors, la vente en viager. je vous donne un petit exemple. Je vous donne un petit exemple. Si on prend Anne et Marc, qui ont toujours, et vous verrez ça en fait en téléchargeant le guide, 67-70 ans. Ils ont donc 28 ans d'espérance de vie. Je vous avais dit un peu moins de 30 ans, voilà. Ils ont un bien qui vaut 500 000 euros. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner à la banque en garantie, donc en hypothèque, leur bien immobilier. Et puis ils ont besoin de 70 000 euros. 70 000 euros parce qu'ils ont besoin de faire des travaux et puis qu'ils ont envie de mettre un peu d'argent de côté pour gagner un peu au pouvoir d'achat. S'ils vivent réellement 28 ans, à leur décès, les enfants, ils vont devoir payer donc le capital qu'on a prêté, les 70 000 euros, plus des intérêts. Les intérêts, ils vont représenter 64% de la valeur du bien. C'est énorme. Ça veut dire que c'est 6 fois le montant qu'on vous a prêté. Pourquoi? Parce que ça a duré très longtemps. Et donc à la fin, la banque, elle se rembourse en premier de ses intérêts et du capital. Et donc sur les 500 000 euros, il ne vous reste plus que 110 000 euros. Donc vous voyez, en fait, on a l'impression de rien payer, mais comme ça se fait à un taux qui est aux alentours de 6-6,5%, et que vous ne payez rien, et donc vous avez un capital qu'on vous prête, et puis après, capital plus les intérêts, puis les intérêts qui font des intérêts, qui font des intérêts, qui font des intérêts, donc il y a un effet qui est boule de neige, et qui fait qu'il y a de plus en plus d'intérêts. Donc si vous prenez ce type de solution pour une durée assez longue, et là encore vous pouvez aller sur internet pour regarder, et puis les personnes qui font des prêts viagers hypothécaires vous diront en fait l'espérance de vie théorique que vous avez. Vous avez l'impression que ça ne vous coûte rien, mais en revanche ça coûtera très cher à vos enfants. Si on prend l'exemple de Mathilde, en fait qui avait 85 ans, qui avait une espérance beaucoup plus petite parce que c'était de 9 ans, elle a un bien à 500 000 euros. Si jamais elle prend 70 000 euros aujourd'hui, alors les intérêts feront doubler cette somme. Donc ça fait que finalement 70 000 euros, ça correspondait à
à 14% en fait, de la valeur de son bien, et à la fin, ses enfants, ils devront payer l'équivalent de 26-27% du bien. Donc il restera quand même 74% du bien, donc un peu plus de 370 000 euros sur les 500 000 euros. Donc ça, c'est une solution qui est un peu plus raisonnable. Mais encore une fois, l'objectif, je pense, c'est de vivre le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, bien sûr, en bonne santé. Et donc, c'est vrai que ce type de solution, bah, c'est très bien, mais on part un peu à l'aveugle. Et donc, du coup, si vous êtes attaché à l'idée de transmettre, bah, sachez que vous allez transmettre certes votre bien immobilier, parce qu'il vous appartient, mais vous allez transmettre d'abord des dettes aussi à vos enfants. Et voilà, là encore, ça dépend vraiment de l'idée que vous faites de la transmission. Donc, ce qui est bien, c'est que, comme pour le viager, vous verrez, en fait, on a essayé de regarder les avantages et inconvénients. Donc là, vous continuez à habiter chez vous. Mm. C'est vous qui choisissez le montant, ça c'est un vrai plus. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez, c'est-à-dire que c'est pas. On vend pas tout comme pour le on, viager en fait. on vend rien en fait, c'est la banque qui vous Enfin, prête. voilà. On vend rien, c'est-à-dire que le bien vous appartient en fait à 100%, mais la banque vous prête, elle vous prête un montant qui est raisonnable par rapport à votre espérance de vie, parce qu'il ne faut pas que les intérêts soient supérieurs finalement aux intérêts que vous pourriez être amené en fait à payer. Et donc vous pouvez choisir le montant. Les sommes, bah, vous pouvez monétiser des sommes qui soient assez importantes. Il n'y a pas de mensualité possible, c'est-à-dire qu'on vous prête un capital au départ, mais pas des mensualités. Bah, vous êtes endetté, donc ça c'est différent. Vous restez propriétaire, votre patrimoine, si l'immobilier va dans le bon sens, continue à se valoriser. Et puis vous pouvez transmettre, vous transmettez votre bien, mais vous transmettez aussi des dettes. Donc En fait, on ne sait après pas ce qu'on transmet. on sait pas vraiment ce qu'on transmet, et donc il n'y a pas de visibilité vraiment là-dessus. On sait pas ce qu'on transmet. Mais ça reste une solution qui existe, qui a été longtemps portée par des acteurs comme le Crédit Foncier, ça vous parle peut-être, et qui a été repris par des acteurs, alors c'est vrai qu'on ne les a pas cités, Ouais. des acteurs comme Arago, des acteurs comme Jubilé, ou des acteurs comme la banque, la Caisse d'épargne, qui est finalement une des branches en fait du Crédit Foncier, qui a été rachetée par la banque Natixis, et donc voilà, Caisse d'épargne. Donc ces produits, le montant en principe moyen qui est monétisé est aux alentours de 130 000 euros, pour vous donner un peu une idée. Les intérêts qui sont pratiqués sont entre 6-6,5%, et les frais qui sont à votre charge sont de l'ordre de 9% et correspondent aux frais de dossier, aux frais de notaire, hypothèque et expertise immobilière. Et c'est fait pour qui alors? Tu dirais que c'est fait pour. C'est fait pour. C'est compliqué parce que moi, l'idée que je me fais du crédit, c'est l'idée que le crédit, c'est pour construire un patrimoine. Et c'est vrai que passer un certain âge, ce que je me dis, c'est que le crédit, c'est plus la solution. On n'a plus envie de vivre, on n'a plus envie de porter des dettes, on a envie d'être libre. Et quelque part, bah, même si la banque vous prête, vous avez quand même. Après, c'est une solution, voilà, qui peut être intéressante, parce que, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, il y avait peu de solutions. Il y avait simplement le viager, le prêt viager hypothécaire, et puis les autres solutions qu'on a pu voir, mais qui sont des solutions, on va dire, de complément, de revenus. Et d'ailleurs, bah, ça va m'amener en fait à parler après du contrat prospère, vous dire pourquoi est-ce que finalement on a voulu inscrire en fait une solution qui marche dans d'autres pays que la France, qui n'existe pas en France. Et donc c'est pour ça qu'on l'a créé, de telle manière à pouvoir inviter à côté du prêt viager hypothécaire et du viager une solution bah, qu'on juge en fait, et ce sera à vous de nous dire si c'est le cas aussi pour vous, une solution qui soit juste, équilibrée, sans aléas, et qui vous permette de rester propriétaire de la majorité de votre bien et de pouvoir le transmettre à vos enfants. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le prêt? En fait, je ne vois pas de questions sur le prêt viager Est-ce que hypothécaire. l'idée de faire un prêt à vos âges, hein, c'est quelque chose en fait qui résonne bien dans vos têtes, ça m'intéresse. Ah, je sais pas si, ouais. Je sais pas si les gens. Comme il y a un décalage, on va attendre les réponses. Mais parce que mes filles, alors c'est un petit peu à côté, hein, mais mes filles conseillent de vendre et de prendre une plus petite maison en location et vivre avec la vente de mon bien. Qu'en pensez-vous?
Bah, en fait, c'est comme ce qu'on a dit pour le viager, c'est-à-dire que vous allez récupérer une grosse somme d'argent, alors que votre besoin, c'est peut-être tout simplement d'avoir un petit peu plus par mois. En fait, c'est peut-être que c'est pas. En fait, c'est toujours. Je sais pas si tu es d'accord, mais c'est un petit peu. On utilise l'extincteur pour éteindre Ouais, pour éteindre un tout petit feu, quoi. non, Mais mais c'est vrai que si vous vendez votre bien, et la remarque de votre fille est très bonne, hein, vendre votre bien pour acheter plus petit et finalement de placer l'argent et d'avoir puis un petit peu après, d'argent. voilà. Mais finalement, vous vendez votre bien, bah, vous allez payer des commissions en fait pour vendre votre bien à un agent immobilier. Vous en achetez un autre, vous allez payer des commissions à un agent immobilier pour acheter votre autre bien. Vous allez vous retrouver avec du cash, vous ne savez pas comment est-ce que, où est-ce que vous allez le placer et comment. Et parce qu'encore une fois, il ne faut pas prendre de risques. Et puis vous quittez finalement votre logement qui était bah, là où vous étiez bien, qui correspondait à certainement votre vie, vos équilibres, tout ça. Donc c'est vrai que c'est vrai que Bah, une c'est solution utilisé. un peu trop radicale, quoi. C'est une solution. Est-ce que c'est la solution qui vous correspond le mieux? Je sais pas, ça c'est à vous. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Peut-être que vous avez envie de déménager. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des coûts de frottement, et on le sait, parce que quand on achète un bien, vous savez, souvent quand on est propriétaire de son logement à 70 ans ou à 80 ans, en principe, on a acheté un petit appartement, puis après on l'a vendu, on en a acheté un autre, et puis on en a acheté un autre, et puis quelquefois on a réduit un peu, on a vendu. On s'aperçoit que finalement, dans tous ces allers-retours qu'on peut faire, Mm. eh ben, on y perd quand même quelques plumes. Ouais, il utilise des mots savants, hein, les coups de frottement, ça tout le monde ne connaît Ouais, pas. pardon. Déjà tout à l'heure, En hein. tout cas, ça coûte de l'argent. Non, c'est tout simplement pour dire, c'est tout simplement pour dire qu'en effet, à chaque fois, il y a des frais et donc l'opération a un coût. Et c'est toujours la même chose. Ça, c'est quelque chose à bien savoir, c'est que quand on touche à son patrimoine, Réfléchir. toujours réfléchir au coût de l'opération. Ça, c'est vrai aussi pour les SCI ou les choses comme ça. Mais souvent, il y a des coûts très importants. Donc, faites attention à ce que vous faites. Et ça peut être définitif. C'est ce qu'on voyait avec le viager. Donc, c'est pour ça qu'il faut y réfléchir. Euh, Et ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que, et ça c'est un truc qui est hyper important, c'est que votre patrimoine, c'est le vôtre, et c'est vous qui avez tout pouvoir sur votre patrimoine. J'ai rencontré trop de personnes qui finalement avaient discuté avec des agents immobiliers, et parce qu'ils avaient commencé à discuter, ils se sentaient un peu embarqués avec lui, et donc ils se disaient, ben oui, non, maintenant j'ai plus je dois dire oui. Et puis l'agent immobilier, comme il touchait beaucoup de com, et ben il était hyper gentil, voilà. Il faut pas, quoi, il faut vraiment garder le pouvoir sur son patrimoine. C'est votre patrimoine, c'est à vous de choisir la solution qui vous correspond le mieux. Même si vous êtes embarqué avec quelqu'un, mais même avec nous, en fait, le contrat prospère, ce qui est important, c'est que vous fassiez en fait la solution qui vous correspond le mieux et que vous avez envie de faire. Il n'y a personne qui doit vous imposer ce que vous avez à faire. C'est un peu le coup de gueule du soir. Mais Non, 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 mais mais c'est c'est important non, parce non, c'est que important. Non, non, c'est important. Et c'est vrai que ce qu'il faut savoir, c'est que bah, si vous rencontrez un agent immobilier, il n'aura qu'une solution, c'est de vendre le bien. Enfin, voilà, la personne que vous rencontrez, son conseil, nécessairement, bah, en fait, un agent immobilier, son but, c'est de vendre le bien. Donc, il ne va pas nécessairement vous conseiller une autre solution, puisque son but, c'est de... de vendre le Voilà. bien. Donc, il faut bien savoir, en fait, que à qui vous vous adressez et pondérer en se disant bon bah voilà lui bah, en effet son but c'est de vendre Voilà. donc voilà. Et l'agent immobilier, son but, c'est de vendre. Et donc, il va être très gentil avec vous parce que bah, voilà, il a ses commissions en fait, de 5% sur la valeur du bien. Et l'agent immobilier viagériste, il va être encore plus gentil parce que comme c'est des ventes en fait, qui sont plus difficiles, elles portent aussi sur la valeur du bien, alors que ce qu'il vous donne ne correspond pas à la valeur du bien. Et c'est des commissions qui sont plus importantes que des ventes traditionnelles. Elles sont plutôt aux alentours de 10%. Donc voilà, sentez-vous libre. Honnêtement, c'est hyper important. Mais après Laissez-vous. c'est vrai qu'on peut aller voir un viagériste faire des simulations faire Bien demander sûr. des conseils et il y a la nue propriété parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait la différence. Alors, Ben, si on a fait un petit peu, c'est-à-dire mais que on n'a pas fait mais... la nue propriété, c'est quand on veut tout se faire payer en fait en bouquet au départ, donc avec le capital, et que on veut garder ce qu'on appelle l'usufruit viager, c'est ce qu'on appelle l'usus et le fructus. L'usus c'est l'usage, et le fructus c'est que bah, on va en tirer les fruits. on C'est-à-dire que va pouvoir le louer. si on met en location, on va en tirer les fruits, la location.
Donc ça c'est une des facettes finalement du Parce que viager, Monetivia, la vente en Mm, et voilà, et c'est ce que fait notamment un acteur mm. qui s'appelle Monetivia, mais René Cosse fait la même chose. Mm. C'est Donc vrai qu'ils sont plus nus propriété. Mm. voilà. Donc, c'est vrai qu'en fait, on peut vous parler, c'est vrai qu'on peut vous parler de viager et puis après aussi également de vente, De ouais, nue de nue propriété. propriété. C'est exactement la même chose, c'est simplement que c'est la nue propriété. La nue propriété, c'est une des facettes du viager. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont essayé de. Bon, il y a des acteurs qui ont essayé de faire des choses en fait un petit peu comme des fonds, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, en tout cas ça vous donne quelques éléments pour mieux comprendre. On continue? Alors, 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 je suis désolée, Sam, en fait, alors si vous voulez, vous pourrez venir demain, on en rediscutera. Mais là, votre question, elle est un petit peu hors sujet parce que c'est vrai on se focalise un petit peu la monétisation du bien immobilier. Donc là, c'est une question de divorce et de transmettre ou de ne pas transmettre à ses enfants. Et alors, le mieux du mieux du mieux, c'est vraiment d'aller voir un conseiller parce que, en fait, là, vous avez des objectifs qui sont très clairs et vous avez besoin d'une étude, enfin j'allais dire surtout en instance de divorce, etc. Là, je pense qu'en fait, faut pas négliger le fait d'aller voir un spécialiste du patrimoine et de lui demander de voir toutes les hypothèses, parce que là, vous avez des objectifs très particuliers, une situation très particulière, donc faut vraiment prendre conseil dans ces cas-là, s'arrêter et prendre conseil pour que les choses soient claires et que, en effet, vous fassiez les bons choix. On passe au contrat prospère. alors le Ouais. contrat prospère, finalement, si on l'a créé, le contrat prospère, c'est parce qu'on voulait offrir à toutes les personnes voilà, âgées de plus de 65 ans une solution de telle manière à ce qu'ils puissent aller puiser simplement dans leur patrimoine. Donc, la notion de puiser, c'est déjà que ce n'est pas une vente totale. On va vendre simplement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que ce qu'on fait chez Merci Prosper, c'est déjà que le seigneur frappe à notre porte, il nous dit voilà, je suis propriétaire de mon logement, ça c'est une condition évidente. Il nous dit voilà, j'ai besoin d'une aide à domicile, j'ai besoin de refaire mon logement, j'ai besoin, en fait, je veux payer les études de mes petits-enfants. Bref, on part du besoin. Et derrière, par rapport à ce besoin, en fait, on va pouvoir mettre une somme et on va pouvoir finalement lui dire, bah ok, en fonction de cette somme, vous allez pouvoir monétiser donc une partie de votre patrimoine. Je prends un exemple tout bête. Euh, Vous avez un bien qui vaut 500 000 euros, vous avez besoin de 50 000 euros. 50 000 euros, ça correspond à 10% de la valeur de votre bien. Vous n'allez pas vendre 10%. Vous allez vendre un petit peu plus. Vous allez vendre 18%. Pourquoi est-ce que vous allez vendre 18%? Parce que celui qui rachète, qui est une foncière et qui est une foncière qui s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire, qui a été agréée par l'État, elle va avoir besoin d'acheter ces 18%. Elle va passer chez le notaire, elle va avoir besoin de payer pour organiser cette liquidité des frais de notaire. Elle va organiser, en fait, il y a une convention d'indivision, de telle manière à ce que pendant les 10 ans du contrat, parce que le contrat dure 10 ans, euh, on sache exactement ce qui se passe en cas de décès, ce qui se passe, bah, ce qui se passe en fait sur la durée du contrat. Et, euh, et puis, bah, y a un montant supplémentaire qui va permettre de rémunérer en fait la foncière à hauteur de 3%. Donc c'est une solution qui va pas être très coûteuse et qui va vous permettre finalement de pouvoir libérer de votre patrimoine le juste montant. Dans ce cas-là, en fait, la personne qui avait besoin de 50 000 euros, elle a vendu 18% pour 10 ans. Alors vous allez me dire, oui, c'est super, mais bon, qu'est-ce qui se passe moi si jamais je décède ou si jamais je décide de quitter mon logement au bout de 3 ans parce que bah, j'ai envie de me rapprocher de mes enfants Ben, la solution que vous avez prise, elle n'est pas radicale. Elle vous permet finalement, au bout de 3 ans, de dire, ok, bah, moi je déménage, ou si vous décédez, ce que je ne vous souhaite pas, mais bon voilà, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous avez vendu 18%, mais pour 10 ans. Donc c'est normal qu'on vous rembourse en plus cette, cette année en fait, que vous avez payé en trop. Donc on va vous payer un complément de prix correspondant à ces 7 années. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que l'investisseur, la foncière,
elle ne va pas gagner beaucoup d'argent parce que vous êtes parti au bout de 3 ans, ce qui est le cas dans le viager. Si C'est surtout jamais, pas définitif, je me et, permets, en et fait, c'est c'est surtout pas définitif, pas en fait. définitif. Qu'est-ce qui se passe après si vous voulez rester chez vous après les 10 ans? Ben, on ne va pas vous mettre dehors, c'est pas du tout l'idée, et c'est pas du tout l'esprit en fait de ce qu'on fait chez Merci Prosper. On va vous permettre finalement, au bout de 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes propriétaire, vous, de 82%, puisque vous avez vendu 18%, donc il vous reste 82%. Et donc, on va vous demander l'équivalent d'un loyer de 3% sur les 18% que vous avez vendus. Sauf que, on va pas, si vous êtes venu nous voir, c'est que vous avez besoin d'argent. Donc, on ne va pas vous les faire payer tout de suite. On vous les fera payer simplement au moment de la revente du bien. Ou alors si vous nous rachetez la part des 18%. Donc quelque chose qui est très juste, qui ne va pas impacter votre pouvoir d'achat, voilà, et qui va impacter positivement votre pouvoir d'achat tout de suite, et qui ne va pas impacter votre pouvoir d'achat en fait à plus long terme. Et c'est quelque chose, finalement, vous, il vous reste toujours 82%, et ces 82%, vous pouvez les transmettre à vos enfants. Donc pour faire ça, bah, ce 3%, comme on fait financer ça par une foncière, et que derrière les foncières, en fait, il y a des investisseurs, ce qu'il a fallu, en fait, c'est que la foncière, elle soit attractive. Parce que si vous passez de l'autre côté et que vous vous dites, mais tiens, quel est l'intérêt d'investir finalement dans une foncière si jamais ça coûte que 3%, c'est parce qu'en fait, l'État favorise ces solutions en fait, pour financer le bien vieillir, donc pour vous donner un coup de pouce, et va donner 25% de réduction d'impôt aux investisseurs. Et donc les investisseurs, ils vont toucher les 3% plus 25% de réduction d'impôt. Donc ça, c'est pas votre histoire, mais en tout cas, c'est pour ça que eux ils viennent, et c'est pour ça que eux rendent possible ce contrat prospère. Donc le contrat prospère, c'est un contrat à 10 ans qui vous fait vendre en fait une partie de votre bien en fonction de vos besoins, qui vous laisse propriétaire de l'autre partie, et qui fait que si vous partez avant, vous avez vendu trop, donc on vous donne en plus un complément de prix, et si vous partez après, on vous fait payer un petit peu plus, mais on vous fait payer simplement sur la part qui vous reste. Et pour bien faire les choses, on n'avait aucune obligation à faire ça. On s'est arrangé en fait pour que le senior ne puisse jamais vendre plus de 50%. Donc le senior, il a toujours à minima 50% de son bien qui lui reste. Ce qui lui permet aussi de se retrouver très confortable, toujours majoritaire. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est quelque chose de nouveau. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très développé dans des pays comme l'Angleterre, comme les États-Unis, un peu en Allemagne. Ça n'existe pas en France. Donc c'est pas du tout du viager, c'est pas un crédit, vous n'êtes pas endetté. Et ça Si on peut. vend un petit bout de ça, on Mais vend vous un petit vendez, bout de sa mais maison. vous vendez une partie du bien de la maison. Et en plus, il y a une autre chose qu'on a voulu faire, c'est que certains d'entre vous ont besoin de capital et certains d'entre vous ont besoin de mensualité. Pas des rentes, c'est une mensualité. Donc, en fait, le montant qu'on vous donne, on peut vous le donner soit au départ en capital, soit on peut vous le donner en mensualité. Voilà, vous avez peut-être des personnes autour de vous, ou peut-être voilà, qui ont des aides à domicile et donc qui ont besoin de payer tous les mois un certain montant. Voilà, ça permet notamment d'y répondre. Si je peux résumer, parce que c'est très technique et c'est difficile à comprendre, mais je pense qu'en fait, il faut partir de ce dont on a besoin. Euh, on peut choisir. C'est vrai qu'on a vu toutes les autres solutions, notamment les solutions, on va dire, qui partent du viager, la nue propriété et puis le prêt viager hypothécaire, où on n'avait pas nécessairement, sauf pour le prêt viager hypothécaire, le choix du montant. Ça veut dire qu'on pouvait se retrouver avec soit une grosse somme, un gros capital qu'on va devoir placer ou réemployer, et on n'en a pas nécessairement besoin, soit une rente, mais on n'en a pas. En fait, voilà, on n'a pas nécessairement, ça correspond pas nécessairement aux besoins. Là, en fait, on a quelque chose qui peut s'adapter, si j'ai bien compris, si je peux me Ouais, permettre. ouais, ouais. Non, non, mais tu as Non, tout à fait raison, c'est bien résumé. ça peut s'adapter, soit on a besoin de capital, soit on a besoin de rente. Et le montant, on n'est pas obligé de tout vendre comme pour le viager, donc d'avoir une grosse somme dont on n'a pas besoin. Là, on va pouvoir ne prendre que ce dont on a besoin, c'est-à-dire vendre seulement un petit bout qui permette de, on va dire, aider les petits-enfants, partir en croisière et voilà. Et je peux vous donner des exemples très concrets, hein. On a l'exemple de Martine là, qui a perdu entre 30 et 50% de ses revenus quand elle est passée à la retraite.
et qui peut plus aller prendre des pots avec ses copines parce que bah, finalement elle a plus l'argent nécessaire et donc bah, qui a frappé à notre porte et qui était propriétaire de son logement et qui a décidé finalement de d'avoir des mensualités tous les mois de telle manière à pouvoir bien vivre. C'est l'histoire aussi de Jean et Anne qui eux bah, avaient envie de payer les études de leurs petits-enfants, parce que c'est vrai que des fois on a des petits-enfants, on a envie de faire des petites choses pour elles, et puis en même temps c'est une façon indirecte d'aider ces enfants. Bah, voilà, en fait, ils ont pris un montant en capital et ça leur a permis en fait de faire ça. Et puis on a l'exemple aussi dont on parlait tout à l'heure, hein, la résidence médicalisée. Bien sûr. Monsieur qui veut rester chez lui et madame, et alors je suis désolé en fait, hein, ça c'est l'exemple que j'ai en tête hein, de Christian et Pascal, euh, on pourrait très bien avoir l'inverse. Euh, Maladie d'Alzheimer, en fait, bah, c'est vrai que c'est des coûts qui sont hyper importants et on a deux solutions. Soit on fait appel aux enfants avec Oui, ce que tu disais, hein, l'obligation alimentaire. l'obligation alimentaire, mais quelquefois les enfants, ils ont leur réalité aussi. On sait qu'on vit Puis dans on un n'a pas monde, envie. puis on n'a pas envie. Enfin, On sait qu'on est dans un monde en fait où on vit plus longtemps, où le coût de la vie a augmenté. Regardez la baguette de pain qu'on a acheté 1 franc, elle coûte plus d'1 euro. Voilà, le coût de l'immobilier a vachement augmenté parce que être propriétaire aussi, c'est aussi des charges en plus. On voit bien qu'il y a des contraintes réglementaires maintenant avec tout ce qui est rénovation énergétique. Bref, tout ça, ça nous pèse. Il y a des gros travaux et prendre une situation en fait que vous vivez peut-être aussi, c'est que on a beaucoup de seniors en fait qui viennent nous voir et qui nous disent mais moi à chaque fois qu'il y a une réunion de copropriété dans mon immeuble, je tremble. Pas pour les coûts en fait courants parce que ça je suis habitué, travaux. mais surtout pour les gros travaux. Mm. Donc voilà, on essaye, nous, d'apporter une solution qui part vraiment du besoin, De s'adapter qui en soit pas fait. extrême et qui puisse s'adapter. Et en plus, qui n'est pas radical, c'est-à-dire qu'il y a des seniors qui nous disent ah, c'est super votre solution, ça me permet de vendre en 2 fois. Bref, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, bon. Mais c'est vrai que ça reste à voir sur la transmission. En effet, on transmet, mais on transmet qu'une part parce qu'on a déjà vendu. On est d'accord sur. Voilà, il y a quand même une vente, un petit bout de Ah, vente. c'est une vente, oui, je C'est pour pour que ce soit préciser, très clair. c'est une vente hein, qui est faite chez le notaire, comme une vente traditionnelle, mais qui porte simplement Sur un sur petit morceau. un petit morceau, ce qu'on appelle une part indivise. Quand vous avez acheté votre bien, si vous l'avez, votre logement, si vous l'avez acheté à deux, bah, c'est comme si finalement, bah, voilà, nous on s'invitait dans la vente, sachant qu'on ne va pas venir habiter chez vous. Donc, Il y a une question justement, je pense, en fait. C'est comment se passe l'évaluation du bien au début. Ça, c'est la première partie. Et comment ça se passe s'il y a des travaux à faire, par exemple? Est-ce que la foncière participe à hauteur de leur part dans le montant des travaux? ah bah, c'est une très bonne C'est question. deux bonnes questions. C'est Donc déjà, deux très bonnes questions, Hugues. Une petite précision simplement, c'est pas un démembrement, c'est une vente de parts oui, indivises en pleine propriété. ça veut dire que tout le monde a la nue propriété et l'usufruit de sa part. Voilà, Je ne sais pas si tout le monde est OK sur le truc, c'est la pleine mais propriété, c'est-à-dire que on vient pas habiter chez vous. Il y a un bien que vous avez à 100%. Si vous vendez, comme dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, 18%, ça veut dire qu'il y a 18% qui appartient à la foncière en pleine propriété et il y a 82% qui vous appartient en pleine propriété. Voilà. Après, comment est-ce que c'est fait l'évaluation? Parce que c'est vrai que bah, on a besoin au départ de partir sur une valeur du bien. Bah là, c'est assez simple. Alors, on ne va pas aller chercher des agents immobiliers, parce que les agents immobiliers, ils essayent de vous vendre la lune en fait pour chercher un mandat. Donc, on va pas aller prendre non plus un expert immobilier indépendant parce que c'est des personnes qui coûtent extrêmement cher et qu'à l'échelle d'un petit bien, c'est pas nécessaire. En revanche, aujourd'hui, bah, on est dans un monde qui est très digital, dans lequel on a plein de données qui nous permettent de savoir les dernières transactions qui ont été faites, les transactions à venir, la dynamique du marché. Et donc, bah, tout ça fait que on établit un rapport qui est très complet et qui met un prix en fonction, en face de votre bien et qui l'explique. Après, si on n'est pas d'accord, on peut en discuter. Mais en tout cas, voilà, on part sur des choses qui sont réelles, tangibles, et on ne fait pas comme un agent immobilier qui va au doigt mouillé vous dire qu'il a vendu un bien la semaine dernière juste à côté de chez vous à un certain prix pour aller prendre un mandat. On part sur des faits réels, tangibles, avec un rapport complet qu'on vous transmet et qui permet d'étayer finalement notre...
Et en fait, donc c'est vous qui proposez l'évaluation. Voilà, le seigneur arrive avec ouais, ouais. souvent une estimation, parce qu'on sait tous Mm, combien vaut mm, son bien. ouais. Et nous, on y donne en fait une réalité objective, Mm, sachant que ok. l'idée, c'est pas de le payer non plus à un prix, de le surpayer, mais pas de le sous-payer non plus, c'est de Ouais. payer à un prix qui est juste. Et alors, la deuxième partie, Oui, pour les s'il travaux. y a des travaux Alors, s'il y a des travaux, en fait, on a et que la retenu. foncière a 18%, les fameux Voilà. 18%. Alors, on a fait quelque chose qui était assez simple. Tout ce qui est charge courante, tout ce qui est taxe, ça reste à la charge de celui qui occupe le bien, donc le seigneur. À Donc 100%. à 100%. Ok. Donc le syndic, c'est le syndic pour les charges courantes, c'est vous. Et les taxes, plus d'habitation, parce qu'elles n'existent plus, mais les taxes foncières, c'est vous. Ok. Voilà. On aurait pu les intégrer, mais c'était complexe à gérer, et Donc donc on ça, l'a pas fait. en fait, c'est au moment de la vente chez le notaire, il y a une clause Il y a une clause qui est intégrée, spécifique. il y a une convention, et cette convention Exactement. d'indivision stipule que tous les frais courants et taxes sont Mm. payés continuent à être payés par le seigneur. C'est la même chose que quand on est en indivision, quand on reçoit un bien à plusieurs, qu'on va chez le notaire et qu'on fixe qui paye quoi, ou à la suite d'un divorce et qu'on reste en indivision sur un bien. Ouais. C'est exactement pareil. On va mettre les règles. Vous allez voir que en fait, vous avez la vente et puis vous avez les règles de vie entre vous, parce qu'en fait, vous partagez un bien, même s'il y en a un qui en a une plus grosse partie que l'autre. Il y a en fait... j'essaie d'expliquer la Ouais. convention d'indivision, ce que c'est. Et la convention d'indivision, elle permet, et si la solution vous intéresse, ravi en fait en tout cas vous preniez contact avec nous et qu'on puisse Je mettrai tous les en discuter. Elle est très claire, elle est lisible, et elle vous permet finalement de rentrer dans une opération où vous savez ce qui va se passer, quelles que soient les situations. Mm. Voilà. Et donc, pour les gros travaux, en revanche, Hugues, donc et là c'est un point un peu plus technique, c'est tout ce qui est toiture et mur, en gros, c'est les gros travaux, ceux qui sont régis par un article du Code civil qui est le Code 606. Ça, en fait, chacun va payer à due concurrence de sa part. Donc, si la foncière a 18%, elle va payer 18% en fait de ses charges, et donc vous allez payer 82 autres pourcents. Donc, simplement pour ces gros travaux, il y a une répartition des charges. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que... Là, j'en vois pas d'autres. Hop. N'hésitez pas à mettre vos questions, hein, parce que c'est vrai que c'est relativement complexe à expliquer. Alors en même temps, en fait, notre expérience en fait sur le contrat Prosper, qui est un contrat d'indivision, c'est que finalement, nous on a fait preuve de beaucoup de pédagogie, donc dans les documents qu'on remet à nos clients. Mais on s'aperçoit que finalement, ils comprennent vite. Et ils comprennent vite pourquoi? Parce que, on part du besoin. Et donc, quand on vous passe un coup de téléphone et qu'on essaie de vous vendre n'importe quoi et que vous n'en avez pas besoin, vous n'écoutez pas et c'est bien normal. En revanche, quand vous avez besoin, vous êtes réceptif. Et puis que finalement, c'est des choses que vous avez déjà vécues, parce que quand vous avez acheté un bien à deux, pardon, vous l'avez acheté en indivision, donc c'est des choses qui vous sont assez familières. Et dans la mesure où vous assurez. Quand on hérite aussi, Voilà, enfin voilà, voilà. On sait quand même que... Et comme vous savez que la foncière ne va pas venir habiter chez vous, finalement vous vous dites, voilà, maintenant après, concrètement, comment ça se passe. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais je décède? Qu'est-ce qui se passe si jamais sur la taxe foncière? Qu'est-ce qui se passe sur les gros travaux? Qu'est-ce qui se passe si jamais je décède? Alors, une petite chose par exemple qu'on a fait, c'est que si vous décédez, donc votre part elle revient à vos enfants, et vos enfants ils peuvent avoir envie de récupérer votre bien. Auquel cas on leur laisse la possibilité de racheter la part de la foncière au prix de marché. Voilà. Et si jamais ils ne le souhaitent pas, alors on vend ensemble nos parts, et on a des intérêts qui sont alignés, puisque en fait nous la foncière on a 18%, vos enfants ils ont 82%, et notre objectif à tous c'est de le vendre le mieux possible en fait dans le marché. C'est qu'il faut quand même se mettre d'accord sur un... En fait, voilà, il y a quand même l'évaluation au moment de la vente également. Alors là, dans ce cas-là, si on n'est pas d'accord, on pourra faire appel à un expert indépendant, le cas échéant. Exactement. Comme en fait en cas de conflit. C'est un petit peu la même chose que, voilà, en termes de succession, parce que les gens ont plus l'habitude de ce genre d'hypothèse où on a un bien en commun et où on n'est pas forcément d'accord. C'est vrai que ça ressemble à quand quand on reçoit un bien et qu'on est plusieurs héritiers, où on va avoir chacun une part
C'est pour ça qu'il y a la question sur la convention d'indivision. C'est un peu les règles du jeu lorsque il y a plusieurs personnes qui ont des droits sur un bien immobilier. Ça veut dire qu'en fait, ils vont être tous propriétaires d'un petit morceau. Et donc, dans ces cas-là, bah, on établit les règles du jeu, un peu comme pour une colocation, comme pour tout. Exactement. C'est-à-dire qui paye quoi, qui fait quoi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le droit de l'occuper, parce qu'il y a ça aussi, il y a à l'intérieur Ouais, la bien sûr. convention d'occupation, je suppose. Et, Voilà, enfin bon, bref. et honnêtement, je dis pas ça parce que c'est nous qui avons monté la boîte, mais allez sur le site de Merci Prosper, donc Oui, merciprosper.com, tu veux, je vais le remettre. et Je vais le remettre peut-être. Laetitia elle va Ouais, vous envoyer en fait le lien. je vais tout remettre. Il y a Ouais. un simulateur. Le simulateur, vous allez voir, bah, il y a les petites maisons que vous avez vues et que vous retrouverez en fait si vous téléchargez la brochure là, sur les différentes solutions. Et vous allez voir en fait, vous pouvez mettre le montant, l'évaluation de votre bien, donc ça c'est déclaratif, c'est vous qui le mettez. Vous pouvez dire le montant dont vous avez besoin en capital, le montant dont vous avez besoin en mensualité, faire varier ces curseurs et regarder finalement combien est-ce qu'il faudrait que vous vendiez de votre bien pour bénéficier en fait de cet argent à la fois en mensualité et en capital. Donc c'est assez simple et, euh, et c'est surtout très visuel et on est très pédagogue. Je suis preneur d'ailleurs des retours que vous pourrez nous faire en fait sur le site. Alors c'est vrai qu'on a arrêté de parler du guide, mais je vais le remettre, on le remettra, parce qu'il y a tout ce qu'on s'est dit en fait et sur un petit guide à télécharger. Donc je sais pas, il y a des gens qui viennent d'arriver, mais en tout cas, n'hésitez pas je vous remettrai le lien en story et puis je ferai une publication, je pense, demain pour que vous puissiez télécharger le, le guide. Et donc comme ça, vous aurez tout sous les yeux, toutes les solutions dont on a parlé, avec les liens vers, par exemple, voilà, on a parlé de René Coste, on a parlé de Monetti. Bref, en fait, toutes les, Là, vous voilà, aurez tous les acteurs en les fait. acteurs qui peuvent vous aider s'il y a une solution qui vous convient plus que l'autre. On vend la maison de ses parents et que l'on règle les taxes, mais que certaines personnes ne veulent pas les régler. Est-elle récupérée à la vente? Alors c'est un petit peu à côté là, Claudie. Est-ce que je dispose du bien quand même? C'est-à-dire que si je dois partir en maison de retraite et que je souhaite mettre la maison en location pour la financer, est-ce possible? La foncière peut-elle refuser? Euh, ouais, si vous l'habitez plus, en fait, l'idée c'est vraiment en fait de favoriser le maintien à domicile et de vous donner les moyens de pouvoir bien vivre. Si votre femme, si vous êtes marié, en fait, reste, si l'un des deux en fait reste, il n'y a pas de problème. Si en revanche, en fait, vous partez, l'idée c'est de pouvoir le vendre puisque ça financerait autre chose en fait que. Donc l'idée c'est de pas financer quelque chose qui est mis en location parce qu'on change un petit peu d'objet et dans ce cas-là, ça rentre plus dans les cases. Est-ce que ça répond à la question? Donc le but, en fait, tu dirais que c'est arrivé à ce moment-là, c'est mieux de vendre. Ben, dans ce cas-là, en fait, si vous avez fait un Si contrat, par si exemple, vous avez fait un voilà, contrat prospère et que vous avez vendu en fait une partie et que après vous partez vous en en maison maison de de retraite, retraite, oui, on vous demandera en fait de choisir entre soit racheter la part de Merci Prosper, soit de la vendre parce que vous n'habitez plus le logement et que l'idée c'est pas donc c'est bon de. à savoir, hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose au moment de l'entrée en EHPAD, c'est une question à se poser, enfin, Ouais, tout à c'est fait. à envisager. Au même titre qu'il y a des personnes qui sont venues nous voir en disant bah, finalement votre solution elle est plus intéressante que de faire un viager. C'est-à-dire que je peux très bien en fait commencer par un contrat prospère Mhm. et après c'est plus intéressant pour moi en fait De faire le de viager, faire le mais viager étant plus âgé, parce en que étant plus âgé. plus on est âgé et plus Ben le, voilà. voilà, Et puis moi on a de risque de perdre. Donc voilà. Mm. nous on peut très bien, d'ailleurs on avait réfléchi en fait faire une solution en fait où on va vendre pendant 10 ans Mm. un bien avec un contrat prospère, vendre Mhm. une partie, et puis derrière, on regardera ce qu'on fait. Si on a besoin de compléments de revenus, on pourrait très bien en fait éventuellement on pourra très bien compléter. Vous aurez, Claudie, vous aurez le replay et vous aurez le petit guide à télécharger. Je vais vous mettre tout ça. Donc comme ça, vous allez pouvoir le regarder à tête reposée.
et reprendre le début. Abdel, alors il demande s'il peut avoir un rendez-vous. Alors je mettrai également parce que je pense qu'on peut prendre des rendez-vous Ben, on peut aller sur. découvertes avec quelqu'un de chez Merci Prosper. Exactement. Si vraiment ce qui vous intéresse, c'est le contrat Merci Prosper en particulier. Mais moi, ce que je vous conseille, Abdel, c'est déjà de télécharger le guide et d'aller sur le site Merci Prosper. On a mis le lien. Il y a, Et il y a voilà. on peut cliquer en fait pour prendre rendez-vous avec Anthony Voilà. ou Vincent. Voilà. Donc comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous si jamais. Mais regardez si vous d'abord peut-être télécharger le guide, regardez et ensuite voir si vous souhaitez contacter Merci Prosper parce que la solution vous intéresse. Alors le replay, c'est normalement, je devrais réussir. Je le mettrai. Parce que comme ça va être long, le meilleur endroit pour mettre ce genre de choses, c'est sur YouTube, en fait. Donc, j'en mettrai sur Facebook, qui va rester. Et après, sinon, ce sera sur YouTube. Mais c'est toujours au même nom. Hein, et dans Patrimonial, vous le retrouvez partout. C'est toujours le même nom. Donc, même sur YouTube, vous l'aurez. Et comme ça, pour les gens de TikTok, en fait, ce sera sur YouTube. Mais ça, je vais vous mettre tous les liens et toutes les infos. Donc là, je pense qu'en fait, c'est bon. Pour votre contrat, y a-t-il des conditions de problème de santé? Non, on regarde pas. C'est pas une assurance. Non, mais vous avez raison de poser la question oui. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand on fait un viager, on n'a pas le droit de dire finalement son état de santé. Moi, je me souviens en fait qu'on avait refusé des dossiers parce qu'une personne me disait bah, tiens, je suis atteint d'un cancer. Alors, nous, vous voyez bien en fait que on cherche à faciliter finalement l'accès à ce patrimoine immobilier. Donc, si vous avez des pépins de santé, on est les premiers désolés, mais en tout cas, ça ne va pas. Comme c'est un contrat qui est juste et sans aucun aléa, ça pose aucun souci. Donc, bien évidemment, il n'y a aucun problème. C'est ça qui aussi est cool. Mm. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est bon, mais comme il y a un petit décalage, j'attends juste un petit peu. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on en reste là pour ce soir? C'est déjà. C'est du live, hein, 1h36. Ah ouais. Moi, je crois que c'est le plus grand live que j'ai jamais fait. Merci en tout cas pour ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Mais je crois que sur Facebook, ils ont été hyper attentifs. Ça n'a pas bougé d'un iota. Je crois que c'était pas beaucoup, mais en fait. Super, merci en tout cas de. Est-ce que vous êtes tous là restés? Ils ont. Dites-nous et après on coupe. Et si vous avez des questions, de toute façon, il y aura tous les liens et en particulier sur. Bon bah merci Hugues en tout cas. Bon bah merci à tous en tout cas, c'était un plaisir. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein. Exactement. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Téléchargez le guide. Bah c'est surtout, je pense qu'il faut commencer par là. Je vais couper d'abord Instagram parce qu'il faut que je coupe. C'est technique. Parce qu'Instagram diffuse. Voilà. Alors merci. Merci d'être resté déjà. Mais en fait, je pense que les gens sont restés. Super, j'étais ravi en tout cas. Et puis. Et je mettrai le live sur YouTube. Je pense que ce sera. Et comme ça, on mettra le lien. Comme ça, il y aura la totalité de la discussion. Ça permettra de Prosper et Aspa. Prosper et Aspa. Prosper et Aspa. Prosper et Aspa. Il n'y a pas de. Alors après, c'est vrai. On en reparle. Je fais un live demain soir. On en reparlera alors à ce moment-là. Parce que là, je ne vais pas développer. Mais ça vous donne pas des. Alors, après la rente, le statut de la rente, si en fait vous choisissez, si c'est quand même intéressant de le dire en fait, je suis désolée. C'est si en fait quelqu'un perçoit la SPA et en fait est propriétaire et se dit je vais faire un contrat prospère. En fait, la rente, et choisit la rente. La rente, elle est. Il n'y a pas de rente en fait. Donc en fait, d'un point de vue juridique, en fait, c'est pas une rente, c'est un versement. C'est un versement. Merci, en fait. C'était ça que je voulais savoir. C'est une mensualité. C'est une mensualité. Donc, que la rente, elle est assujettie. C'est pas un revenu. La rente, elle est assujettie en fait à une revalorisation en fait
du montant en fonction de l'inflation, de l'indice, je crois, des prix ou autre. Ce qui n'est pas le cas en fait de la mensualité. La mensualité, c'est juste un moyen, une modalité de paiement. C'est pas, en fait, c'est pas considéré comme des ressources soumises à l'IR, en fait, la Euh, rente. la rente, c'est soumis à l'IR. Si, donc ça veut dire qu'en fait, il y aura un impact sur l'ASPA. Ça veut dire qu'il faudra le déclarer. En fait, c'est ça que les gens se posent. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est soumis, il faut déclarer le minimum vieillesse, en fait, est soumis. Par exemple, Eh bien, alors, moi, c'est une bonne question, une bonne. je vais regarder. Alors voilà, eh ben, on la garde pour demain. Je vous donne la réponse demain. Parce que, en fait, je fais le schéma, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est au minimum vieillesse, donc qui a les 1 000 euros. Il a une petite retraite, il complète jusqu'aux 1 000 euros pour avoir en fait ce qu'on appelle le minimum vieillesse, l'ASPA. Et puis les propriétaires de son bien. Et il se dit bah pourquoi pas en fait avoir ce contrat prospère. Mais dans ces cas-là, euh, et la question c'est va-t-il perdre en fait par exemple les 200 ou 300 euros d'ASPA puisqu'en fait il va choisir de percevoir une rente. Et Je, dans ces cas-là, voilà, c'est. je pense pas. Je pense pas. Sauf, Oui, bah, je est-ce suis que, pas aussi sûre que alors, toi. est-ce que l'ASPA dépend du patrimoine? Alors, l'ASPA dépend du patrimoine en ce qui concerne, en fait, hors résidence principale. C'est-à-dire qu'on va augmenter les revenus de 3% locatifs, en fait, pour les biens qui sont en dehors de la résidence Parce principale. que là, il va se retrouver. Mais je vais avoir le statut fiscal, si je peux me permettre. Ouais, je vais avoir le statut Oui, fiscal, ça je vais le demander. oui, Mais parce que finalement, comme c'est une partie du capital qui était dans la résidence principale qui est monétisée, c'est ça, soit en capital, soit en mensualité. c'est Mais la ça. mensualité n'est ni plus ni moins que la conséquence en fait Mais si c'est. capital. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas, pour moi, c'est pas une rente en fait au sens, ça devrait pas Mais, être fiscalisé. oui, mais si Mais c'est par contre, ça classé. accroît en fait le patrimoine financier. Non, mais si c'est classé comme le viager, c'est-à-dire comme la rente viagère, Mais je pense pas, non, je pense que c'est différent. c'est fiscalement, si c'est pas une rente. Parce que par exemple, on va faire l'autre hypothèse. Là, j'ai la réponse. Non, si, imaginons qu'on vend en viager et qu'on perçoit l'ASPA. Dans ces cas-là, la rente viagère impacte l'ASPA. Ça veut dire qu'en fait, la personne qui, par exemple, a. C'est des vraies questions. Parce que quelqu'un qui est à 1 000 euros et qui se dit, je vais mettre un peu plus, je vais avoir 500 euros de plus, il ne faut pas qu'il demande 500 euros de plus parce qu'en fait, il va toucher 300 euros de moins Et alors, d'ASPA. est-ce que la personne qui vend, est-ce que la personne qui vend en Tu vois, viager mais qui touche simplement un bouquet, donc que du capital, alors là, est-ce il qu'elle est n'y a pas impactée? de problème. Eh Non, ben, je pense qu'on se retrouve dans cette situation-là voilà, parce que c'est juste en fait une modalité de paiement du bouquet, enfin voilà, de ce qu'on pourrait appeler un bouquet. Mm. Et donc, ça, c'est pas à percevoir. Mais Mais voilà, on se donne la réponse. on se donne la réponse On se donne la prochainement. réponse. Et on Voilà. interrogera en fait le CRIDON, qui est l'instance au fait au-dessus des notaires et qui permet en fait D'avoir la réponse, moi je veux bien pour juste en fait avoir le statut et donc dans ces cas-là pas avoir de problème le jour où parce que c'est une question de savoir en fait combien j'ai besoin par mois parce que si aujourd'hui j'ai 1 000 euros mais que on va me les enlever parce que je perçois un petit peu c'est ça le sujet en fait c'est Ouais, d'évaluer je comprends, tout à le fait. besoin Et, mensuel tout à voilà. fait, je comprends. Voilà. Bah, alors ça, on en parlera, Max, on en parlera demain de l'Asie. L'Asie, elle n'est pas récupérable, non. Donc voilà. Bon, et on se dit au revoir On se dit au revoir, merci sur une beaucoup. question, mais je suis désolée. Non, non, mais on apportera la réponse, il n'y a pas de Mais problème. voilà. Et Merci. puis à très vite et n'hésitez pas à télécharger le guide. Ça, c'est la première chose. Et allez sur le site Merci Prosper et comme ça, vous pourrez voir et prendre rendez-vous si la solution, elle vous intéresse. Et si vous souhaitez en savoir plus. Je vous dis au revoir et puis merci Merci Laetitia, Thibaut. merci à Merci vous en tous. tout cas.